Donc pour attaquer derrière un peu plus sérieusement maintenant, juste rappeler, parce qu'il y a toujours un petit filet de politique généralement dans les messages, et il y en a là aussi. Alors, je vous rassure, c'est très très soft, hein, pas de problème derrière, mais simplement pour dire que la physique, et vous êtes sur l'école d'ingénieur, donc sera toujours supérieure aux promesses des politiques. Et aujourd'hui, on a encore le débat cette semaine où ceux qui ne sont pas au pouvoir vont critiquer ceux qui sont au pouvoir d'avoir mis une taxe carbone, alors qu'elle a été votée par tout le monde, hein, celle-là à l'origine, et de continuer à alourdir le prix du diesel, alors que ça aussi c'est une rampe de lancement qui date de 2008 derrière. Mais voilà, entre les politiques qui sont en poste ou pas en poste, ils vont toujours jeter derrière. Par contre, ce qui est certain, c'est que la physique, elle est toujours là. Et donc, dans l'exposé, il y a 3 règles de base. Les 2 premiers principes de la thermo, donc, vous connaissez tous, donc loi de conservation derrière. Et donc, quand vous prenez la loi de conservation que vous apprenez tous, si vous l'appliquez à la planète Terre, on se rend bien compte qu'à un moment, il y a un petit souci. On n'est pas capable de créer l'énergie. Hein, donc, la Terre, en tant que telle, c'est un système clos. Et puis, derrière, la loi de l'évolution. Donc, dès qu'il y a un changement, c'est qu'il y a eu de l'énergie. Dès qu'il y a de l'énergie, il y a un changement qui se produit. Et puis, pour finir, après, vous verrez donc, tout ce qui est graphique, parce que je vais vous assommer de graphiques. L'idée, c'est que vous puissiez les garder pour les digiter si vous en avez besoin derrière. C'est la règle de 3 et la proportionnalité. Donc ça, je pense que vous maîtrisez bien. Et donc on devrait pouvoir y arriver. Ensuite, il y a quelque chose, moi, qui m'est évident maintenant, mais je me rends compte, alors je fais souvent ça à des terminales, ça prend beaucoup plus de temps. Donc là, j'espère que j'aurai assez de temps, même pour ceux qu'on volait derrière, ou bus, ou autre chose derrière. C'est que toutes les énergies primaires sont gratuites. Parce que souvent, on va entendre que le renouvelable, c'est bien parce que c'est gratuit. C'est vrai que personne n'a rien payé pour le vent ou le soleil, mais personne n'a rien payé non plus pour que se forme le pétrole ou le gaz ou le charbon. Ce qu'on paye, c'est l'extraction, c'est les moyens humains pour aller l'extraire. Par contre, les millions d'années qu'il y a eu derrière pour mettre ça en œuvre, aujourd'hui, ça n'a pas de valeur. De manière économique, ça n'a aucune valeur en soi. Plus une énergie est diffuse et non pilotable, plus elle coûte. Donc, ça aussi, ça peut sembler évident, mais c'est quand même pas mal à rappeler. Donc, ce qui explique que les énergies renouvelables, vous allez voir aujourd'hui qu'on essaye d'y revenir, mais enfin, c'est ce qui a fait tourner l'humanité depuis 2000 ans. Et si à un moment l'humanité les a quittés, c'est qu'il y avait une raison. Et puis, le degré de concentration, une fois qu'on additionne tout ça, il est aujourd'hui très, très, très favorable au pétrole, qui est quand même la mère de toutes les énergies. Et d'ailleurs, au monde, toutes les énergies, alors renouvelables un peu moins, mais toutes les énergies fossiles sont converties en équivalent pétrole. C'est ça d'aujourd'hui. Et puis après, s'il y a des acronymes que j'ai oubliés, levez le doigt. Et vous verrez souvent MTOE, donc Million Tons Oil Equivalent. C'est-à-dire on a converti une autre énergie en équivalent de tonne pétrole. Et puis donc produit intérieur brut ou gross domestic product, parce qu'il y a des planches qui sont en anglais et je ne me fatigue pas tout le temps à tout retraduire. Donc c'est le produit intérieur brut. Produit intérieur brut qui n'est pas pour moi l'indicateur le plus efficace. Donc ça mesure les flux, les échanges. Ça ne mesure pas le patrimoine d'un pays ou d'un ménage. Donc si je le schématise simplement, si à un moment vous décidez, un truc bête, l'homme ou la femme de prendre un congé parental pendant 3 ans pour s'occuper des enfants, il n'y a plus d'échange. Par contre, vous continuez à vous occuper de vos enfants, vous les éduquez, vous créez de la valeur derrière. Par contre, du point de vue comptable, dans le pays, le fait que vous n'alliez plus travailler, le fait que vous ne prenez plus votre voiture, le fait que vous ne payez pas une nounou, une crèche ou une maternelle, ça, du point de vue PIB, ça disparaît. Et ça vaut comme ça. Donc le troc, typiquement, c'est pas dans le PIB. Quand vous avez un paysan qui échange du fumier contre de la paille, ça n'apparaît pas dans le PIB alors qu'il y a eu de la valeur et de la valeur créée. Si vous faites votre potager, c'est pareil. Vous avez créé de la valeur, vous avez fait quelque chose, mais c'est pas dans le PIB du pays. Donc l'énergie au cœur de tout. Donc quelque part, on est, enfin tout ce qui nous entoure et tout ce qu'on est, même l'être humain d'ailleurs, hein, donc on est une machine à convertir. On va prendre les plantes, c'est la photosynthèse, la digestion, et on va convertir ça en énergie. De manière générale, donc ici je ne vais pas rester longtemps là-dessus, donc un changement d'état, hein, qu'il soit chimique, atomique ou ailleurs, hein, c'est le bronzage de la jolie jeune femme, ça vaut pour les kilowatts des machines qui sont autour. Et donc de manière générale, ce qui nous intéresse dans le travail qui est Flow Shift, c'est qu'une fois qu'on compte l'énergie, on est capable de compter comment on transforme le monde. Et comment on transforme le monde, en fait, c'est notre niveau de vie qui va avec. Donc depuis l'âge de pierre, on a cherché à transformer le monde, que ce soit aménager une grotte, la protéger, s'habiller, il y a eu de l'énergie en jeu pour avoir toutes ces actions-là. Et donc que ce soit pour notre survie ou des enjeux un petit peu plus futiles, dès qu'on fait quelque chose, on a de l'énergie qui est en jeu. Donc si à un moment on compte les flux d'énergie dans le monde, on est capable de voir
quel est le niveau de vie qui va avec et comment on a transformé tout ça. Donc le fossile, pareil, je ne vais pas vous faire tout le calcul, vous pourrez le refaire vous-même, mais il est correct, il a été vérifié, plusieurs fois. Donc si on compare ce qui est capable de sortir une machine avec le travail de force d'un être humain, qui a quand même été ce qui a amené l'homme jusqu'à quelques dizaines d'années, on se rend compte que le coût marginal de la machine, c'est 1000 à 10 000 fois moins que ce que c'est faire l'homme. Donc 1000 à 10 000, c'est le ratio de 10 que vous avez entre les jambes et les bras. Donc en fonction de ce qu'on a à faire comme travail de force, est-ce que c'est postier sur un vélo ou à pied, ou porter des brouettes et creuser des trous sur un chantier, le ratio c'est celui-là. Et donc quand on convertit ce ratio au prix du litre de pétrole, et je reviendrai plus loin dessus parce que Dieu sait qu'en France, et je peux comprendre, mais globalement on dit que le pétrole est cher, et moi je considère que par rapport à la valeur ajoutée qu'il apporte, le pétrole ne coûte rien, de manière générale, et même à 1,50 €, parce que vous consommez tous quelques canettes de temps en temps, l'apport que vous donne le pétrole à 1,50 €, est-ce que vous donne un litre de coca ou autre, ou même une Evian, ce qu'on peut trouver maintenant à 2 € le litre, il n'y a rien à voir à bord. Personne n'est choqué par le prix de l'Evian ou du coca, et tout le monde est choqué par le prix de l'essence. Alors que la valeur ajoutée que nous amène l'essence, elle est juste inimaginable. Donc voilà, donc produire 1 kWh avec une machine, c'est 1000 à 10 000 fois moins qu'avec un salarié payé au SMIC. Et donc pour le tableau en dessous, alors c'est un tableau que j'aime bien, j'ai dans mon bureau celui-là. Donc c'est le dernier voyage derrière, donc c'est un Turner. Mais j'aime bien par rapport à ce qu'il symbolise. Puis bon, j'ai jamais été très artiste de manière générale, mais c'est un des rares qui m'a touché. Et donc derrière, on voit bien que toute l'énergie éolienne qui a été utilisée pour mouvoir l'homme pendant des centaines d'années a été mis au rebut le jour où on a trouvé le charbon. Parce que c'est un des premiers steamers donc, qui amène à la casse de l'époque, donc un galion anglais. Et à l'époque, ce qui est certain, c'est que personne n'avait une idée des conséquences des émissions de CO2 ou des conséquences d'aller creuser des trous, d'ouvrir des mines. Alors il y avait des morts dans les mines à l'époque, mais globalement, tout le monde pensait que ça valait le coup, que c'était bien de le faire et que c'était le progrès. Mais le degré de concentration du charbon, il est sans commune mesure avec celui de l'éolien. Et si les marines du XXe siècle sont passées au charbon, que c'était beaucoup plus efficace, mais 1000 fois plus efficace que l'éolien. Allô. C'est que le pétrole est beaucoup plus efficace que le charbon. Apparemment, ça évite d'avoir des gars là, comme dans Titanic là, qui l'appellent le pétrole liquide, c'est super concentré. C'est vraiment génial. Donc si on le traduit autrement, toute cette énergie convertie depuis la première révolution industrielle, donc au milieu du 19e, donc qui permet derrière, donc ça c'était bien. Les énergies fossiles, elles n'ont pas que des désavantages. Le pic de déforestation en France, c'est 1850. Il est concomitant avec l'apparition du charbon. Donc il y a fort à parier que si on n'avait pas eu le charbon, on n'aurait plus beaucoup d'arbres autour de nous. De manière générale, le pétrole est arrivé derrière. Le pétrole, initialement, il n'a pas été utilisé comme carburant, il a été utilisé comme lubrifiant. Le carburant, sur les 30 premières années, il était jeté, c'était un résiduel, donc on le mettait dehors. Par contre, le lubrifiant nous intéressait, et le lubrifiant issu du pétrole, lui, il a permis de sauver les baleines et les cachalots, puisqu'avant, ce qui servait comme lubrifiant, c'était la graisse de baleine, et le jus servait de cachalot. Donc pas toujours que des côtés désagréables aux énergies fossiles, et puis n'empêche qu'aujourd'hui, on est bien content de les avoir, parce qu'elles font qu'on a le niveau de vie qu'on a tous. Mais donc là-dessus, il y a 2-3 leçons à voir. La première, donc, il fait le ratio avec le travail de force qu'est capable de faire un être humain sur la planche d'avant. Aujourd'hui, au niveau mondial, il y a à peu près 200 esclaves énergétiques qui travaillent pour nous derrière. Pour un Français, je vous rassure, c'est beaucoup plus. C'est de l'ordre de 500, et pour les classes supérieures, dont on fait, je pense, tous partis, c'est plutôt de l'ordre de 1000 qui vont travailler ça. On voit que toutes les énergies se sont empilées. Il n'y en a pas une qui est venue remplacer l'autre aujourd'hui. Donc on n'a pas remplacé le charbon par le pétrole. Le pétrole est venu, le charbon est resté. La seule chose qui s'est passée entre le charbon et le pétrole, c'est qu'à un moment on s'est dit que pour faire de l'électricité, c'était dommage de gaspiller le pétrole. Et donc on lui a trouvé d'autres choses. Et globalement, la consommation de pétrole a continué à augmenter. Et puis derrière, le gaz, voilà, ajouté. La deuxième, c'est les petites flèches.
c'est que depuis 1860 et jusqu'au premier choc pétrolier, qu'on était capable de fournir par être humain sur Terre, par tête de pipe, c'était plus de 2,5% par an. Et donc avec ça, on est capable d'avoir une expansion de l'économie, une extension du niveau de vie assez extraordinaire. Depuis les chocs pétroliers, c'est 0,4. Donc quand on parle des 30 glorieuses, 30 piteuses, etc., mais on le retrouve dans quasiment tous les pays. Derrière, on considère qu'il y a un lien net entre les deux phénomènes. Et accessoirement, depuis 2005, c'est 0%. Et là aussi, je considère qu'il y a un lien net entre la situation économique, qui accessoirement se transforme dans certains pays en situation politique, avec la difficulté d'accès aux ressources, la corne d'abondance est un peu en train de s'essouffler. Mais non, on n'en met pas autant que ce qu'on mettait l'année d'avant. Et quand on est habitué à avoir toujours plus, vous verrez quand vous aurez des enfants, si vous ne fixez pas de limite, à un moment, c'est toujours plus, toujours plus, toujours plus. Donc, il faut savoir où est-ce qu'on est. Donc là, nos esclaves étant modernes, les machines, et donc je parle souvent des engins de chantier, parce que pour avoir construit une maison, on voit bien l'apport d'un engin de chantier. Un engin de chantier, s'il est utilisé correctement, c'est l'équivalent de 10 000 paires de bras qui sont à travailler à la journée. C'est ça qui est capable de mouvoir un engin de chantier. Donc c'est pour ça que le viaduc du Millau ou le pont de 60 km qui a été inauguré là, entre Macao, Hong Kong et la Chine, ça n'a pas pris les dizaines et centaines d'années, des cathédrales, des pyramides et autres, qui sont des merveilles mondiales, mais à l'époque, ça a nécessité plusieurs dizaines de milliers d'êtres humains, et ça a pris plusieurs dizaines d'années. France vertueuse, simplement pour rappeler que en France, on est au-dessus de la moyenne mondiale, donc oui, les Américains font pire que nous, les pires accessoirement sont les gentils Canadiens, donc, parce que des fois on a le débat entre Trump et Trudeau en ce moment, entre les gentils Canadiens qui veulent sauver le climat et puis Trump qui est un méchant climato-sceptique. Alors je ne peux pas blairer Trump, que les choses soient claires, mais au moins lui il est honnête. Les Canadiens un peu moins, et Trudeau il se présente comme le sauveur de l'environnement à côté de Macron, ce qui n'est pas forcément une référence mondiale, ce dit en passant, mais ça ne l'empêche absolument pas de mettre en place un oléoduc et de promouvoir le développement des sables bitumineux en Alberta. Donc d'un côté se défendre comme je défends l'environnement, mais de l'autre côté je développe des sables bitumineux à tout va, il y a un problème dans le discours. Modèle social, donc pour terminer sur ce volet-là, simplement l'idée là c'est de faire prendre conscience quelque part toutes ces planches pour dire que fort dans lequel on vit, le modèle dans lequel on vit, sans les fossiles, il ne vaudrait pas cher, de manière générale. Donc je vais revenir un peu. Mais si on est capable d'avoir du temps libre, des vacances, etc., c'est bien parce qu'il y a des esclaves énergétiques qui font le boulot. Puis après, on peut décider où il affecte ces gains entre guillemets d'efficacité et de productivité. Dans le pouvoir d'achat, c'est ce que vous avez. Il y en a qui vont le mettre dans l'éducation, dans les vacances, dans les retraites, etc. C'est plutôt le cas de l'Europe aujourd'hui. Si on a pu mondialiser, c'est parce que l'énergie ne coûte rien, et que transporter un conteneur de Chine jusqu'en Europe, ça ne coûte rien. Donc le coût du transport est marginal, donc du coup les différences salariales elles sont compliquées à mettre en place l'une de l'autre. Puis pareil, à un moment, je démarrais le graphe en 1850-1860. Moi je suis très heureux de vivre en démo. La question que je me pose souvent, c'est ça va durer encore, ça va durer jusqu'au quand? De manière générale, est-ce que l'homme est devenu meilleur subitement à partir du 19e siècle, qui a été le siècle des Lumières? Donc je pense un peu. Néanmoins, le fait que la fin de l'esclavage soit par exemple concomitant de l'industrialisation, de l'apparition des machines, c'est quelque chose qui me trouble. Parce qu'à un moment, maîtriser des machines par rapport à des esclaves qu'il faut nourrir, qu'il faut surveiller, etc., quand une machine qui fait le boulot sans vous embêter, sans se révolter, et en plus de se nourrir du sous-sol, et pas des surfaces cultivables au-dessus. Voilà, donc je ne suis pas certain que, et on le voit dans certains pays, qu'il y ait uniquement la démocratie qui ait fait émerger quelque part la bonté humaine. Je pense que le fait que tout le monde puisse avoir accès à de l'énergie bon marché, il y a largement contribué. Et vous prenez même quelqu'un qui ne vit pas bien aujourd'hui, et Dieu sait qu'il faut tout faire pour qu'il vive mieux, mais vous prenez un smicard ou des gens qui sont même ont un niveau de vie qui est largement d'un noble du Moyen-Âge. Donc on aime toujours voir, enfin moi j'ai des filles, donc elles aiment bien les filles de princesse aussi, donc, mais quand on compare la manière dont ça vivait à l'époque, même les plus riches d'entre eux vivent moins bien que quelqu'un qui a 1 000 € par mois aujourd'hui. Quelqu'un qui a 1 000 € par mois aujourd'hui, il est bien mieux chauffé
il est à peu près nourri de manière équivalente. Il a ses troubadours à lui dès qu'il allume la télé. Enfin, il y a tout ce qui va autour, quoi. Donc, les liens entre l'énergie et l'économie. Alors là, c'est là que je vous assomme un petit peu de planche. Alors, il y en a qui sont de moi, il y en a qui sont du chiffre, de Jancovici derrière. À chaque fois, vous avez les références en dessous, de toute façon. Donc là, ici, simplement pour montrer, alors, du coup, j'ai plus de petits pointeurs, de petits zouzouilles, là, donc, grosso modo, et ça vaut encore aujourd'hui quand on compare la croissance de chaque pays, et on aime toujours se comparer, etc. derrière. Par contre, il faut voir ce qu'il y a derrière une croissance. Donc, grosso modo, de l'an 0 et même avant jusqu'à l'an 1800, la croissance, elle est flat, et parce que, en fait, le système productif, ce sont les bras. Alors, on peut avoir quelques bœufs ou quelques moulins, mais globalement, ce sont les bras. Et donc, c'est directement proportionnel à la croissance démographique d'un pays. Et si les pays, à l'époque, se battaient pour avoir des surfaces cultivables et les hommes qui sont dessus qui vont avec, c'était bien parce que la puissance se mesurait quelque part au mètre carré qu'on avait et au nombre de paysans et de soldats qu'on était capable de lever derrière. Et ça vaut toujours aujourd'hui. Un pays comme l'Amérique du Nord, enfin les États-Unis, vous prenez l'Europe qui est péniblement à 1,5 de croissance démographique à l'année, c'est même en dessous de 1 ces derniers temps. Les États-Unis, c'est plutôt l'ordre de 3. De fait, il y a un avantage, entre guillemets, si on peut appeler ça un avantage, à avoir un chiffre qui est plutôt bon au niveau de la croissance. Et puis on voit une première accélération vers 1820 qui a duré 130 ans. Donc là, le x6 en 1800 ans, tout d'un coup, il s'est brutalement accéléré, il a fait x7 en 130 ans, et c'est concomitant de la première révolution industrielle et du charbon. Donc ça s'est directement transformé dans les échanges. Et ensuite, on a une nouvelle accélération après la Seconde Guerre mondiale, le miracle du couple moteur à explosion et pétrole, donc qui est au cœur de la mondialisation, donc au cœur des échanges qu'il peut y avoir derrière. Et là, on voit qu'on accélère non plus comme des fous, là, en x10 en 60 ans. Vous avez la population mondiale qui va avec derrière, et donc une des questions qu'on peut se poser quand on regarde la production, c'est, vu qu'on n'a on n'a pas encore trouvé la nouvelle énergie qui est capable d'être meilleure que le pétrole. Alors pendant un temps, on a cru que ça serait de l'uranium, mais il y a d'autres enjeux, d'autres problèmes qui vont avec. Globalement, aujourd'hui, continuer à se dire, et moi, c'est souvent ce qui... Alors, j'écoute beaucoup la radio et différents essayistes et économistes, mais se dire qu'on veut continuer à perpétuer le modèle et continuer à se dire que ça va monter avec la même force, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, avant, j'essayais de comprendre, et aujourd'hui, ça m'attriste ou ça me fait sourire, ça dépend des jours. Mais en tout cas, c'est quelque chose auquel j'ai beaucoup de mal à adhérer. Le lien PIB sans énergie, pour finir de vous convaincre que sans énergie, vous n'avez pas de PIB et que sans PIB, vous n'avez pas d'énergie. Après, vous le prenez dans le sens que vous voulez. Nous, on considère que c'est l'énergie qui est à l'origine. Donc, c'est elle qui amène. C'est pas le PIB qui a tiré l'énergie. C'est le fait qu'on ait l'énergie qui a fait qu'on a pu avoir les machines, qu'on puisse avoir des échanges derrière. Si vous mettez chaque point, une année, la consommation d'énergie et la progression du PIB au niveau mondial, on est quasiment sur une droite, et ça, c'est le meilleur modèle mathématique quand même qui puisse exister derrière, et donc le lien, il est clairement direct entre les deux. Donc si je résume, l'économie des économistes, et alors j'ai refait un peu de recherche, je suis retombé dans des vieux bouquins derrière. Donc ça, c'est une schématique, elle est très simple, donc moi je l'aime beaucoup derrière. Aujourd'hui, ce que disent les livres d'économie, et ce qu'ils disent toujours, hein, donc c'est ce qu'on apprend, c'est ce qu'apprennent les enfants à l'école, enfin mes enfants et vous derrière, même s'ils sont plus jeunes. Donc c'est que vous prenez du capital, vous prenez du travail, ça vous donne un système productif et donc ça vous donne une production. Et donc si ça va pas bien, c'est pas un problème, on va demander aux banquiers de financer de manière plus large, donc d'apporter du capital, et puis on va demander aux gens plus productifs. Et puis la machine va se relancer. Et c'est vrai que depuis que les révolutions industrielles, ça marche plutôt bien. Pourquoi ça fonctionne comme ça? Il s'appelait Jean-Baptiste aussi, lui. Parce qu'à un moment, et donc ce sont devenus les classiques et les néoclassiques, et donc c'est toute la base de l'économie aujourd'hui. Il a été alors c'était le milieu du XVIIIe siècle. On peut se dire qu'ils avaient des excuses. À l'époque, il n'y avait pas 1 milliard d'habitants, et se dire que les ressources étaient finies, je pense que ça ne valait pas. Mais à un moment, l'économie a décrété que les richesses naturelles sont inépuisables, donc elles ne sont pas l'objet des sciences économiques, donc elles ne rentrent pas dans le champ des études. Et donc à partir du moment où on décrète ça, le schéma qui est expliqué au-dessus qu'on apprend à nos enfants, il fait du sens. À partir du moment où on se dit que finalement un système productif, ce sont des ressources naturelles,
sont plus ou moins gratuites. Moi, je pars du principe que comme on n'a rien payé pour qu'il y ait du sable qu'on transforme en verre ou du charbon, machin derrière, bah, ces ressources sont gratuites. Il y a toujours du travail, il y a toujours du capital, et tout ça fait un système productif. Mais à un moment, il faut que les ressources rentrent dans l'équation. Et donc de se dire que on a beau augmenter le capital, on a beau augmenter le travail, si à un moment il y a une contrainte sur les ressources, bah, il y aura une contrainte sur la production. Et maintenant que notre travail, depuis pas loin de 100 ans, c'est devenu des machines, bah, si à un moment il y a une contrainte sur l'énergie qui alimente les machines, il y aura une contrainte sur la production. Voilà, c'est le schéma de base. Donc, avant qu'on ait un prix Nobel d'économie là-dessus, je vous rassure, c'est pas ça qu'on vise, on ne l'aura jamais. Mais en tout cas, c'est la manière la plus simple et la plus factuelle, une fois qu'on part des données que j'ai présentées avant, qui nous permet de se dire ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, bah, finalement, quand on le regarde avec cet angle de vue-là, on peut lui trouver quelques explications. Donc sur ce volet-là, si je termine en synthèse, puisque c'est le monde dans lequel on vit, on a du carbone donc, qui a été créé pendant des dizaines, des centaines de millions d'années, donc tout ça c'est gratuit. Donc là on a essayé de matérialiser la croûte terrestre. Donc ce carbone, on a eu la bonne idée de le brûler, et avec l'oxygène ça brûle plutôt bien. On y met des ressources gratuites, nos machines, et avec ça ben, on a notre PIB, mais si je traduis le PIB dans ce qui nous intéresse le plus nous, c'est tous les produits que l'on a autour de nous. Ça va de la chaise au fauteuil, voilà, tous les produits de consommation et tout ce qui va avec. Il y a deux questions qui se posent. La première, c'est les ressources gratuites, est-ce qu'elles sont gratuites ad vitam aeternam, que ce soit pour nous ou la génération d'après ou la génération encore d'après. Et la seconde, c'est à force d'émettre du carbone, enfin du CO2, est-ce qu'à un moment on va avoir une petite contrainte également sur le climat. Et donc nous, on voit la problématique, et c'est pour ça qu'on la lie avec l'économie, on voit une double contrainte qui nous arrive dessus, qui est la contrainte de l'accès aux ressources et la contrainte du climat. Donc l'énergie, donc là c'était pour me rappeler deux petites choses. La première, c'est que le programme économique de Trump, même si je ne suis absolument pas d'accord, il est tout sauf idiot, de manière générale. Donc lui, parce qu'une fois qu'on se dit que c'est l'énergie qui est au corps de tout qui permet à une économie d'avancer, de se dire finalement qu'il va aller taper tout le charbon qu'il a, tous les gaz de schiste, toutes les huiles de schiste qu'il a derrière, réautoriser le forage dans les parcs nationaux ou sur les côtes qui étaient protégées, puisqu'aujourd'hui c'est tout ce qu'il a levé sur les 18 premiers mois de son mandat. D'un point de vue purement économique, ça fait sens. C'est pas ce que je souhaite pour les générations qui arrivent, mais en tout cas pour un homme politique qui s'est fait élire et qui a envie de se faire réélire, ça fait sens, et avec ça il est capable de relancer une machine. Le programme économique de Bolsonaro au Brésil, là, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas de problème derrière. Le programme des Italiens, il est un peu différent parce qu'ils n'ont pas les ressources. Pour eux, c'est un petit peu compromis. Ils aimeraient avoir, mais ils ne les ont pas. Et puis ensuite, chèque vs Shell, parce que je reviendrai derrière. Donc le pétrole saoudien contre l'huile de schiste américain. Et c'est vrai que là aussi, et là-dessus, les choix géopolitiques de Trump, ils ne sont pas anodins. Et là, je pense malheureusement l'Europe, elle va en prendre plein les dents derrière. Donc quand il nous fait la misère en Iran ou ailleurs, les États-Unis aujourd'hui, ils sont encore très loin d'être indépendants en pétrole, contrairement à ce qu'ont dit certains journalistes derrière. Ils aient retrouvé le niveau de production des années 70 et qu'il l'ait même légèrement dépassé, c'est une réalité, ce qui est déjà en soi quelque chose d'extraordinaire. Par contre, ils sont aujourd'hui à 10-11 millions de barils, ils seront probablement entre 12 et 15, ils en consomment 20 à 22. Par contre, avec une production qui est repassée de 7 à 12, les 4 millions de barils qui arrivent du Canada, les 2 qui arrivent du Mexique, derrière, ils sont beaucoup moins dépendants du pétrole irakien, iranien et saoudien, mais quasiment plus. Et donc du coup derrière, avec mes mots à moi, emmerder le reste et isoler le reste du monde parce que lui, il est capable d'être une superpuissance énergétique. Pareil, d'un point de vue géopolitique, ça peut nous sembler, ça peut nous sembler débile quand on le regarde avec cet angle de vue-là, pas forcément. Donc énergie, dis-moi d'où tu viens. Je suis allé trop vite, mais trop tard, c'est pas grave. C'était d'abord la petite phrase du dessous que je voulais vous lire, donc, parce que je vais parler un peu de charbon quand même. Alors, vous allez avoir quelqu'un qui vient sur la Chine, donc je vais parler de charbon en parlant de la Chine, puisque c'est les deux en énergie derrière. Donc jusqu'il y a 2 ans, la Chine, ça ouvrait une centrale à charbon par semaine, mais parce que ils avaient du monde à alimenter, donc c'est quelque chose d'assez énorme. Et donc l'Association mondiale du charbon
elle n'a pas d'état d'âme sur le contenu de CO2, et donc le charbon a été, est, sera la colonne vertébrale du monde moderne. Pas compliqué, c'est leur discours. Et quand on regarde ce premier graphique, on se dit, bah, c'est vrai que le charbon, alors la bonne nouvelle, si je veux être positif, c'est que les fossiles, entre 73 et 2015, elles ont baissé de 86 à 81%. La mauvaise, c'est qu'en valeur absolue, elles ont toutes augmenté, dont le charbon. L'autre mauvaise nouvelle, quoi qu'en disent les médias, parce qu'on nous parle beaucoup depuis 5 ans, les éoliennes, le solaire, et il y en a, c'est vrai, n'empêche que depuis 2000, le charbon, il a augmenté dans le monde 35 fois plus que le solaire, 10 fois plus que l'éolien. Donc nous, en Europe, et surtout en France, on est alimenté par les médias qui, et ils ont raison, j'ai pas de problème avec ça, mais on oublie simplement d'aller comparer avec ce qui se fait à côté. Donc charbon, quand même, qui est champion des émissions. Donc là, vous avez le contenu CO2 par kilowattheure produit par filière. Donc on voit clairement le charbon qui est largement au-dessus. Tout le pétrole est quand même pas mal, hein, juste derrière le gaz. Et puis donc on voit tout le bénéfice entre guillemets, donc des renouvelables, et également pour un pays quand même qui est un peu nucléaire comme la France, du nucléaire en tout cas au niveau des émissions de CO2. Donc là, je vais pouvoir aussi aller assez vite parce que vous savez tous qu'en mathématiques, il est impossible, une fois qu'on a une base de départ donnée, d'avoir une croissance infinie d'extraction ou même constante. Donc on a on a nul à moins l'infini et on a nul à plus l'infini. Et donc c'est ce qui se passe pour toute matière première qui est finie. Donc la seule question qui peut se poser, c'est l'échelle de temps. La petite forme que vous avez, c'est presque une cloche. Donc ça, le premier géologue, c'était Hubert, qui a matérialisé. En gros, lorsqu'on met, c'est vrai pour tous les champs de pétrole, lorsqu'on met un champ de pétrole quelque part on commence à extraire, derrière on a une accélération de l'extraction, et puis on arrive à une forme de cloche avec un plateau, et puis on tombe derrière. Donc c'est le géologue qui avait prédit le pic de production aux années 60. Donc en 1950, le pic de production américain serait atteint en 70. En l'occurrence, ça s'est matérialisé, et donc c'est quelque chose qui a été reconnu et qui est repris derrière pour tous les champs gaziers et pétroliers. Donc là, pas mis à jour depuis 2009 parce qu'il n'y en a pas vraiment besoin, et puis je le complète avec 2-3 planches derrière. Mais là, ici, vous avez toutes les découvertes de pétrole, donc en milliards de barils depuis les années 30, donc qu'il y a eu sur la planète. Donc on va 2200 gigabarils, youpi. La production annuelle qui en résulte, et grosso modo le pétrole, on le produit, on le consomme. Il peut y avoir quelques stocks stratégiques à gauche à droite, mais il ne dépasse jamais les 3 mois. Donc globalement, le pétrole, on l'extrait, on le consomme. Par contre, le pétrole, c'est quelque chose qui est très long à aller chercher. L'exploration-production, je dirais tout à l'heure, donc ça va généralement prendre 10 ans. À partir du moment où on lance le champ, ça va prendre 2-3 ans. Et une fois qu'il est lancé, généralement, on ne l'arrête pas. Et donc, c'est un métier très compliqué parce que à chaque fois, vous vous demandez si je investis maintenant, et les investissements, c'est plusieurs centaines de millions, voire des milliards. Le cours du baril est à tel niveau, quand moi, mon champ va rentrer en exploitation dans 7-8 ans, il va être à combien? Je prends le pari, je ne prends pas le pari, qu'est-ce que je fais? Parce qu'une fois que c'est parti, c'est parti. Derrière on ne l'arrête pas. Hein, donc, il y en a qui ont essayé dans le golfe du Mexique, ça n'a pas bien marché. Donc une fois que c'est parti, c'est parti. Là, ici, il y a un premier point pour moi, moi je suis né de 74, c'était le premier choc, en 73, premier choc pétrolier, deuxième choc. Donc les chocs pétroliers, à chaque fois, on nous a toujours appris que c'était la faute des méchants arabes qui s'étaient liés, qui avaient créé l'OPEP, etc. Pas bien pour nous. Lorsqu'on regarde les chiffres, et de ce point de vue-là, les pétroliers ne sont pas tous opaques. Il y a énormément de données qui viennent des rapports annuels des pétroliers. BP, notamment, malgré toute la misère environnementale qu'il peut créer, est celui qui est le plus précis, le plus factuel et qui donne le plus facilement les chiffres derrière. Donc quand on additionne tous les chiffres, le premier choc pétrolier de 73, il est concomitant, à quelques mois près, avec le pic de production américain. Alors si je vous dis comme ça, vous allez dire, c'est pas gênant. Dans les années jusqu'en 72, le premier producteur mondial de pétrole, c'était les États-Unis. Et donc on a un premier choc pétrolier qui arrive à un moment où le premier producteur est sur un plateau derrière. Le deuxième choc pétrolier, c'est 79. 79, c'est la première année où pour la première fois le monde a plus consommé qu'il n'a trouvé de pétrole. Et après on va voir que ça s'est encore accru. Mais c'est l'année où il y a eu cet événement. Et ensuite on a un troisième choc pétrolier.
et on en parlera peut-être dans 20 ans, mais pour moi c'est un choc pétrolier qui est arrivé aux alentours de 2005-2007, qui est l'année où la production de pétrole, j'allais dire au sens pétrole réel du terme, parce que vous verrez qu'il y a différentes qualités de pétrole qu'on peut avoir derrière, et depuis 5 ans par exemple tous les pétroliers ajoutent dans leur production annuelle les gaz liquéfiés qui sortent des têtes de pluie derrière, donc forcément ça rajoute un peu, mais pendant 100 ans ça n'a pas été rentré dans les comptes, maintenant on les rentre dans les comptes. Donc 2005-2007 c'est la période où on est arrivé sur le plateau de la production de brut léger. Donc les bruts lourds sont arrivés derrière, l'Orénoque au Venezuela, les sables d'Alberta ou le schiste aux États-Unis, même si ce n'est pas le bon terme. Mais voilà, 2005-2007, où les prix ont atteint en pointe $150, se sont stabilisés à 100-110, ça a quand même été un choc pétrolier en soi, parce qu'on est parti de 20-30 $ pour monter à 100 $. Donc quelque chose qui fait x3, c'est quand même un choc en soi. Donc là, l'idée derrière, c'est de se dire, de toute façon, on va arriver sur un plateau. Il est visualisé, donc ça c'était 2009, aux alentours de 2020-2030. Parce que derrière, il y a ce qu'on a découvert, il y a ce qu'on continue à découvrir, et puis il y a ce qui est capable d'amener quand même la technologie derrière. Donc EOR, c'est Enhanced Oil Recovery. Donc ce qu'on peut faire avec les moyens, ça va de l'injection d'eau dans les puits. Pour y arriver, vous allez en Arabie Saoudite aujourd'hui, il y a plus d'eau de mer qui rentre dans les puits de pétrole que de pétrole qui en sort. Il en sort toujours beaucoup, mais depuis une dizaine d'années maintenant, il y a des milliers de mètres cubes d'eau de mer qui sont injectés chaque jour dans les différents puits du Moyen-Orient. Vu autrement, je n'ai pas mis à jour celle-là de 2009, donc ça, ce sont les découvertes avec le pic qui a été le champ de Ghawar, donc en Arabie Saoudite, donc découvert en 1947. Donc on voit bien que, mine de rien, année après année, bon volleyball, donc année après année, c'est compliqué, c'est de plus en plus dur d'en trouver. Et donc aujourd'hui, quand on découvre 2 à 3 milliards par an, puisque c'est ce qu'on a depuis 5-6 ans, ça veut dire que, grosso modo, on découvre 1 à 2 mois de consommation annuelle. Donc de toute façon, on vit sur le stock. La bonne nouvelle, c'est qu'il y en a. Donc, mais depuis plusieurs années, et surtout depuis les 5-6 dernières années, on vit sur le stock. Et pourtant, la technologie, et peut-être certains d'entre vous iront dans le monde de l'énergie, ce qui est bien, avec ça, il en faut. Mine de rien, dans les années, à la fin du 19e, quand on y allait avec la bite et le couteau, là, et chercher les puits, enfin avec la pelle et le couteau, chaque année, le monde, l'industrie était capable de mettre 10-20% de pétrole en plus sur le marché. Et on a beau avoir mis de la technologie, on a beau avoir mis des ingénieurs derrière, les moyens sont toujours plus évolués. Néanmoins, ce qu'on est capable de mettre sur le marché année après année, il y en a de moins en moins. Et donc la croissance aujourd'hui, elle est de l'ordre de 0 depuis 2010. Si on regarde l'argent qui est mis sur la table, parce que souvent derrière des ingénieurs, il y a de l'argent, malheureusement, donc on voit bien donc la petite courbe bleue, donc l'échelle sont des milliards, donc on parle de donc ça sont les investissements qui sont derrière, hein, donc on est passé de 100 à 500 milliards d'investissements en exploration-production derrière pour arriver à trouver une petite courbe bleue. Et derrière, les découvertes, donc les données qu'on a eues sur la page d'avant, non seulement elles n'ont pas progressé, mais en plus elles ont régressé. Et pour les pétroliers et les gaziers, et surtout le pétrole quand même qui est devant le gaz, derrière, c'est pareil, c'est compliqué de se dire, mais est-ce que je continue à investir? Est-ce que ça vaut le coup de continuer à investir alors que je découvre plus rien derrière? Est-ce qu'à un moment, je décide d'aller investir ailleurs? Donc la question se pose que depuis quelques années, et elle se pose depuis quelques années seulement, pas parce que ce sont des idiots qui sont à la tête de ces boîtes-là, ce sont des gens qui sont brillants, bien plus brillants que moi, et je le dis en toute humilité. C'est juste que pendant très longtemps, ce qui était capable de nourrir le budget d'exploration-production, c'était les cours du baril, parce que ça, c'est l'argent qui rentre. Et donc, quand le pétrole est à 100 $ ou 120 $, vous avez des BP, des Shell, des Total, qui ont une manne d'argent qui rentre, et que j'investis pour assurer la production des générations à venir, en tout cas de mon entreprise pour les années qui viennent. Et c'était vrai, surtout qu'à l'époque, ils en trouvaient encore. À partir du moment, après, avec du recul, avec 5, 8, 10 ans de recul, on se rend compte qu'on a beau investir 3, 5, 6 fois plus, et que ce qu'on découvre, c'est toujours moins, là, les questions se posent et on se dit, est-ce qu'on va investir ailleurs? Donc, un petit zoom sur Total, parce qu'en Béarn et Pays Basque, qui sont quand même très présents. Bon, ça, je vais avancer, j'en ai parlé tout à l'heure. Ça aussi, mais je reviendrai peut-être en arrière. Donc voilà, donc Total, c'est pareil. Donc Total, c'est une boîte, donc le groupe Safran, donc Turbomeca, Copter Engine aujourd'hui, on est 6000 personnes, on fait 1,3 milliard.
Donc on a quand même un ratio de valeur ajoutée par employé qui est quand même très élevé, ce qui fait qu'on a de bons salaires, des avantages sociaux, etc. C'est jamais assez parce qu'on en veut toujours plus, mais globalement, partie des très privilégiés. Il y a quand même une catégorie qui est encore plus privilégiée. Donc c'est le secteur du oil and gas, avec les gens de Total, notamment derrière. Mais ce qui est logique, donc Total, ils font à peu près la taille du groupe Safran, c'est-à-dire 90 000 personnes. C'est un groupe de haute technologie comme le groupe Safran, mais contrairement au groupe Safran, là nous on fait 20 milliards de chiffre d'affaires, ils en font 200. Donc avec à peu près le même nombre d'employés. Et donc les sommes qu'ils mettent en jeu, rien que pour l'exploration-production, c'est l'équivalent du chiffre d'affaires de Safran. Donc on va parler de 15, 20, 25, 28 milliards qui sont mis annuellement sur la table pour aller chercher et mettre en exploitation les champs. Et malgré ça, c'est parce que la planche d'avant, elle vaut aussi pour Total. Ben, Total allô, et il est tout plat derrière. Et donc, quand on le regarde au sens des investissements et des réserves, si j'enlève le cours du baril, ben, on voit que ça a vraiment décorrélé depuis 2004 et que au bout d'un moment, alors le prix du baril a reflué, donc ils ont commencé entre guillemets à serrer les investissements. Dans la ville de Pau, ça se ressent parce qu'il y a moins de géologues, il y a moins de gens avec du pouvoir d'achat ressent. Mais ça se ressent aussi sur sa diversification. Donc, Total, c'est une boîte qui, il y a 2 ans, a acheté Saft, qui est un leader des batteries. C'est pas vraiment de lien avec le pétrole. Et puis, il y a 3-4 mois, il a acheté un distributeur d'électricité, dont j'oublie, Direct Energy, dont j'ai oublié le nom. Et Total est en train de basculer vers une logique d'électrification. Et surtout que l'électrification, ça marche bien si en amont on met du gaz. Et ce que Total trouve ces dernières années, c'est plus de gaz. Quand il trouve quelque chose, c'est du gaz, c'est pas du pétrole. Et Total, depuis 5 ans, c'est devenu un gazier. Donc c'est pas Eni ou Engie le gazier en France maintenant, c'est Total. Les réserves de Total ont chuté de 30% ces 10 dernières années. Par contre, ces réserves de gaz ont été multipliées par 3. Et donc aujourd'hui, sa production de gaz en revenu a dépassé celle du pétrole. Prévision en art compliqué. J'ai pas l'heure en plus. Moi, là, simplement pour dire que bien malin celui qui est capable de prédire le prix du baril. Donc ça, moi, c'est quelque chose qui à chaque fois me fait marrer quand je les entends à la radio ou ailleurs. Donc il y a une boîte dans le monde, c'est son métier, mais c'est plus que ça son métier. Donc c'est l'Agence internationale de l'énergie ou Energy International Agency derrière. Donc leur boulot, entre autres, c'est de prévoir ce que va être le prix du pétrole sur les 5, 10, 15 prochaines années. Donc là, c'est un petit graphe rigolo. Donc en fait, vous prenez l'année de départ, vous mettez un coup de couleur, 2003, et donc en 2003, l'agence avait dit que voilà, l'évolution du prix du baril, il serait entre 40 et 40 $, avec peut-être une baisse vers 2010 aux alentours des 30 $. Donc en 2010, il était à 110 $. Bon, le prix du baril, donc ça c'est le prix réel du baril, et puis voilà, vous avez les couleurs par année. Et voilà, quand le prix du baril augmentait, il mettait la ligne en haut. Quand le prix du baril a atteint des sommets vers 2007-2008, ils sont vraiment recalés les modèles. Et c'est là qu'on entendait, c'était de Margerie à l'époque, ils disaient oui, le baril va atteindre 200 $, c'est évident, il faut s'y préparer. Mais tout le monde annonçait 150, 200 $, et puis pas de bol, boum, il s'est cassé la figure. Et puis là, il repart, personne n'avait prévu. Donc à un moment, celui qui est capable de prédire le prix du baril, il est quand même très fort. Moi, quand je fais une prévision, quand j'étais, à un moment j'étais amené à en faire, je sais que c'est compliqué, donc autant vous dire que j'ai jamais eu bon, de manière générale. Donc là, du coup, je prends pas de risque. Et quand je la regarde comme ça, je me dis que simplement, on avait beau gueuler, à un moment, il y avait un cartel, c'est le cartel, l'OPEP, le cartel des 7 sœurs dans le pétrole. Il n'empêche que le pétrole est resté à un prix flat et bon marché pendant 100 ans. On a eu les premiers chocs, et aujourd'hui, si je le regarde de loin, on voit que finalement, il y a eu un canal à 5 $ pendant près de 100 ans quand même. Donc en prix courant, donc 5 $, et puis il a oscillé, grosso modo, moi je prends un x2 divisé par 2, donc il était entre 2,5 et 10 $. Et puis avec les premiers chocs, il s'est mis à 20 $, et puis il a oscillé, pareil, divisé par 2, multiplié par 2. Alors c'est hyper facile comme prévision, parce que quand on arrive à 80 $ de moyenne, ça fait une fourchette qui va entre 40 et 160. Donc avec ça, j'ai moins de chances de me tromper que les autres. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est de me dire qu'il change de canal. Et à chaque fois, il a changé de canal de plus en plus vite. Et donc la question, c'est le prochain canal, c'est où et quand et avec quelle magnitude.
Par contre, le fait que ça devienne compliqué d'avoir de l'énergie, enfin d'avoir du pétrole ou du gaz, et donc d'avoir de l'énergie, ça devient compliqué quand on touche à la vie des individus. Alors j'ai mis le petit ouïe, pareil, pour ne pas oublier. Donc ici, vous avez la quantité d'énergie disponible. Donc là, j'ai concaténé toutes les énergies, hydraulique, éolienne, nucléaire, pétrole, gaz, etc. Vous la divisez par la population d'un pays. En gros, c'est croiser les données de la Banque mondiale, de l'ONU et les données de BP. Et on voit que depuis l'année 2005, derrière, dans quelques pays, il y a une décroissance assez sensible de la quantité d'énergie disponible. Il y a des pays où ça se passe plus ou moins bien. Donc en France, ceci dit, on a failli avoir un deuxième tour, mais Mélenchon Le Pen, si vous vous rappelez. Bon, là, l'Italie, on est rentré dans le dur. L'Angleterre, il y a quand même eu le Brexit. Tout ça sont des pays où depuis 2005, l'énergie disponible par habitant a chuté sensiblement. Et à un moment, quand l'énergie par habitant chute, alors généralement, les premiers qui souffrent sont les classes populaires. Enfin, voilà, c'est pas compliqué. Les classes supérieures, elles arrivent généralement à tenir plus longtemps que le reste. Mais globalement, à partir du moment où vous avez une population qui a plus accès à l'énergie, et à partir du moment où on dit que c'est l'énergie qui fait qu'on a tout le monde et tout le niveau de vie qui nous fait plaisir, et forcément, ça devient compliqué. Et quand ça devient compliqué, que les gens ne sont pas contents, généralement, ils se tournent un peu vers les extrêmes. Il y a un pays qui est extraordinaire, donc vous l'étudierez avec le chinois qui viendra, c'est que sa quantité d'énergie par habitant, par contre, elle est allée en pointe. Et donc, on peut quelque part critiquer les dégâts environnementaux de la Chine, qui sont réels, mais il ne s'est pas posé de questions pour augmenter le niveau de vie de ses citoyens. C'est le barrage des Trois Gorges, 1 million de personnes déplacées, c'est une centrale à charbon par semaine, c'est des centrales nucléaires, il a tout pris, de l'éolien, du solaire, il est partout. Mais pour arriver à ce résultat-là, il y a beaucoup de dégâts collatéraux, mais il y arrive. Ce qui m'inquiète le plus, et je viendrai un peu sur l'Italie juste après, j'ai fait un petit zoom vu l'actualité, c'est que derrière, ils vont rapidement dépasser les Italiens. Donc, et là, à un moment, on va avoir un souci. Les Américains sont passés à Trump, ce n'était pas ceux qui ont le plus souffert, mais quand même, ils ont une baisse, pas très sensible, une petite baisse de l'énergie disponible par personne. Et quand vous êtes aux États-Unis, et j'ai eu la chance d'y aller énormément de fois, derrière, c'est vrai que c'est un pays où tout est basé sur l'énergie. Je veux dire, vous ne faites rien à pied, si vous n'avez pas d'énergie aux États-Unis, vous n'êtes rien. Donc, derrière, ça se ressent tout de suite. Donc je parlais de l'Italie. Donc quand on prend le PIB, donc là je l'ai comparé à l'Europe, parce qu'on voit bien que les séquences sont quand même à la baisse pour tout le monde. Ça c'est vrai malheureusement pour la plupart des pays au niveau mondial. Mais par contre pour l'Italie, c'est vrai que c'est assez inquiétant, dans le sens où une fois que vous prenez ces points annuels de croissance du PIB, vous le mettez par habitant, ce qui nous intéressait ici, on s'aperçoit que depuis la crise de 2007-2008, l'Italie, elle est en tendance négative. Donc ils sont en récession depuis 10 ans. Et un pays qui est en récession, un pays qui s'appauvrit et des gens qui deviennent du coup forcément malheureux, généralement ça se termine rarement bien. Et malheureusement aujourd'hui, l'Italie, c'est pas un pays qui a des ressources disponibles sous ses pieds. Ce qui veut dire, ils ont trouvé 2-3 trucs en Méditerranée sur le gaz, mais c'est vraiment nuts. Et aujourd'hui, c'est un pays où ça va devenir compliqué de leur promettre le retour à la croissance et l'amélioration du. Je bouge pas bien, peut-être que j'ai grossi, ça passe pas. Pouf. Tac. Bon, après, il n'y a pas qu'en Europe de toute façon que le PIB est en baisse donc de manière systématique. Par contre, l'échelle est différente pour les pays et là, on est systématiquement au-dessus de zéro. Donc ça continue à progresser année après année, moins vite qu'avant, mais néanmoins, on vit un petit peu mieux que l'année d'avant. Alors, c'est pas vrai pour toutes les classes sociales de tous les pays, mais globalement, c'est quand même ce qui se passe. Ce qui peut nous inquiéter, moi, ce qui va m'inquiéter derrière, c'est que la tendance, elle est quand même à la baisse, mais c'est pas un miracle ou une anomalie, c'est quand on la lie à l'énergie disponible qu'on est capable d'aller trouver, derrière, quand on le corrèle, moi je ne suis pas surpris en tout cas de trouver ces chiffres-là. Les conséquences, je ne sais pas toutes les matérialiser, mais par contre la réalité, elle ne me choque pas. Pareil sur la production, prenez tous les pays de l'OCDE, il n'y a pas un pays de l'OCDE, à part les États-Unis, avec une progression de 0,2% par an, qui a retrouvé son niveau de production d'avant-crise. Quand je dis crise, je parle de celle de 2007. Et donc voilà, donc ce sont des pays qui étaient habitués à avoir de la croissance ou de la croissance. Aujourd'hui, là derrière, toutes, quand on se met en bas de 100, c'est compliqué pour tous les pays. L'Allemagne est à peine à l'équilibre,
Le seul pays en Europe qui s'en sort vraiment bien, et c'est pour ça que je trouve ça scandaleux qu'ils se plaignent matin, midi et soir, c'est la Pologne. Mais globalement, l'Union européenne, c'est moins 8% depuis 2007. La Pologne, c'est plus 22 à l'intérieur de l'Union européenne. Après, les fonds structurels européens vont en grande partie en Pologne. Donc, le meilleur moyen pour continuer à avoir de la croissance, c'est de faire de la dette. Alors bon, moi, depuis 1974, en France, on fait de la dette. Les champions du monde en la matière sont quand même les États-Unis, donc sur le sujet. Et on se rend compte que ça ne date pas d'hier, parce que pendant une cinquantaine d'années, on avait des courbes, quand on les mettait en basse-sang, qui se superposaient entre j'ai de l'énergie, donc j'ai de la production industrielle, donc j'ai du PIB, ce qui est physiquement logique. Et puis, donc au-delà d'une période de guerre un peu particulière, où là on va faire de la dette, parce qu'on a d'autres petits soucis à gérer. Par contre, à partir des chocs pétroliers, là on voit une décorrélation totale. Puis à partir de 2007, c'est la fête du slip, par n'importe où. Donc il y a un moment, la dette va falloir soit on la rembourse, soit on zigouille le mec à qui on avait prêté. Généralement c'est comme ça que ça se termine. Donc voilà, donc pour terminer, avant d'attaquer le climat, donc cher pétrole, donc vous avez compris que pour moi c'était pas le débat, pour moi il est vraiment pas cher. Donc ça c'est une photo que j'ai prise, donc j'arrête d'aller au ski à Noël parce que de toute façon maintenant il n'y a plus de neige. Et c'est là quelque part où c'est quand même fait de la peine, donc un hélicoptère, donc c'est bien pour Turboméca, parce que là il y a des heures de vol, mais donc un hélicoptère qui fait 10 heures de rotation par jour pour monter de la neige, pour que les pistes soient ouvertes, c'est vrai qu'on se dit qu'on est quand même au bout d'un cycle, parce que là on est capable de marier réchauffement climatique et énergie, donc c'est vrai que ça fait un peu mal. La deuxième, donc c'est l'UFC, parce que pareil on va toujours dire que le prix de l'essence est très cher. Quand on le ramène au salaire horaire moyen, l'essence aujourd'hui, elle n'est pas plus chère, elle est même un peu moins chère qu'il y a 30 ans. Elle est moins chère qu'il y a 40 ans, elle est moins chère qu'il y a 50 ans. On va parler un petit peu climat, pour terminer, puis après on aura les pistes. Donc voilà, donc vous avez fait de la physique, donc l'observation de la chimie et de la biologie, donc sur le débat, voilà. En tout cas, ce qu'on sait, ça ne date pas d'hier. Il y a quand même 2 Français dans le tas, donc, mais quelque part, on sait que la température du sol est augmentée par le rôle de l'atmosphère. On sait que l'effet de serre est lié à la quantité de vapeur d'eau et de CO2, et que toute variation doit amener à un changement climatique. Et on sait depuis plus de 100 ans aussi, bon là c'est un Suédois, que si on utilise les combustibles fossiles de manière intensive, il y aura un réchauffement climatique. Et à l'époque, il avait déjà dit, M. Arrhenius, que pour un doublement du CO2 dans l'heure, c'est 4 degrés. Et vous prenez les travaux du GIEC depuis 20 ans, c'est les modèles auxquels ils arrivent. Donc voilà, ça date vraiment pas d'hier. Donc juste des petites carottes de glace, mais ça vous, je suppose que vous savez ce que c'est, donc pas besoin de le faire comme au terminal. Simplement pour dire que les carottes, parce qu'il y a un petit film de 2 minutes où je peux me reposer un peu, c'est ce qui nous permet de remonter dans le temps, pour faire de la paléoclimatologie et de voir quel était le climat à un moment donné. Donc prédire ce que sera le climat avec 4 degrés ou 5 degrés, on s'y essaye. Il y a des modèles, ils sont rarement encourageants, ça je vous confirme, ils sont pas très sympathiques. Par contre, se dire plus 5, ça va donner quoi? On ne sait pas vraiment, parce que l'expérience, elle n'a jamais été faite. La Terre n'a jamais connu un tel niveau de concentration de CO2 et donc une telle température. Par contre, 5 degrés en moins, la Terre, elle a connu. Là où je serais d'accord avec votre prochain, c'est qu'il y a toujours eu des variations naturelles de concentration de CO2 sur Terre, et donc il y a toujours eu des variations climatiques. La question qu'il y a derrière, c'est quelle est l'échelle et quelle est la vitesse. Donc 5 degrés, parce que là on nous parle de scénario à 1,5, autant vous dire que c'est une vaste fumisterie, parce que de toute façon on est parti sur un scénario plutôt à 3,5 aujourd'hui. Et 3,5, c'est pas un hasard, et tous les pétroliers gaziers vous diront que c'est 3,5, parce qu'en gros, ça revient à cramer tout le pétrole et le gaz qu'on a. Il faudrait laisser le charbon, ça les arrange pas. Mais par contre, si on crame tout le pétrole et le gaz qu'on a, on fait 3,5, et c'est la tendance sur laquelle, de toute façon, on est inscrit, voire un petit peu plus. Donc 5 degrés, ou 2 degrés, ou 1,5 degré, donc ça, c'est l'Europe actuelle. Donc ça, bon, vous avez fait un peu de géographie, donc vous reconnaissez l'Europe. Il y a l'Angleterre, encore un peu, l'Islande. Donc tout va bien, climat tempéré, océanique, tout pousse. Et de ce point de vue-là, on est un continent qui est quand même assez gâté, puisqu'on est capable de tout faire pousser sur le continent, et particulièrement en France. Donc tout va bien, et donc avec ça, on est capable de faire vivre 500 millions de personnes sans problème. Ça, c'est l'Europe il y a 20 000 ans.
Donc il y a 20 000 ans, alors il n'y avait que 100 000 personnes. Par contre, ça aurait été compliqué d'en mettre beaucoup plus parce qu'ils ne poussaient pas grand-chose. Donc la banquise, donc là, il n'y avait plus les Anglais, il n'y avait plus l'Écosse, le Pays de Galles. Donc les 6 nations, c'était finger in the nose derrière pour nous. Donc tout allait bien. Il y avait 3 km d'épaisseur de glace, grosso modo, jusqu'en Belgique. Et puis ensuite, c'était de la steppe ou de la toundra qui est autour. Donc dire c'est quoi moins 5 degrés, on sait. Parce que derrière, l'analyse des carottes, notamment, permet de voir ce que ça donnait. Donc un âge glaciaire, une température moyenne en Europe qui était plus basse de 8 à 10 degrés qu'aujourd'hui, parce que quand on parle de température sur Terre, un réchauffement d'1,5-2, c'est pas plus 2 pour tout le monde. Généralement, ça va très peu bouger aux tropiques, et ça va beaucoup bouger aux pôles. Nous, on est entre les deux, ça va bouger très sensiblement. Donc plus de degrés à l'échelle de la planète, en France, c'est plutôt de l'ordre de plus 3 à plus 4, sur ce qui peut nous arriver chez nous. Et puis, donc la Manche n'existe pas, et les océans sont plus bas de 120 mètres. Et ça, c'était avec 5 degrés. Et ces 5 degrés, ils ont mis 5 à 10 000 ans, à peu près, pour façonner et transformer le paysage. Donc quand on parle de 5 degrés à la fin du siècle, c'est un plus 5 qui n'a jamais connu la Terre, je vais vous le montrer juste après, et c'est une vitesse qui est inédite, qui n'est jamais arrivée. C'est là que j'ai mon petit film, j'espère que ça a marché. Donc il n'est pas de moi, hein, je vous rassure. Donc à la fin, il y a tous les crédits, donc ça a été fait par plusieurs pays, plusieurs universités, plusieurs instituts. Celui qui a tout matérialisé, maintenant Trump l'a fait quasiment fermé, il reste un ersatz, c'est le NOAA, donc le National Oceanographic Administration, donc aux États-Unis. Et donc là, le principe, c'est de mesurer la concentration de CO2 dans l'atmosphère, donc en partie par million. Donc le battement de cœur quelque part de la planète sont les saisons, c'est assez normal. Depuis 79, donc il y a des instruments de mesure, donc très bien, on prend les valeurs réelles, et puis ensuite vous verrez, on va remonter un petit peu dans le temps, et donc c'est là qu'on va utiliser les carottes de glace. Donc sur les premières dizaines d'années, on va les corréler avec les mesures réelles, et puis ensuite on va se fier aux carottes de glace pour voir ce que ça donne. Oh, bah, je suis content. Bon, alors je vais mettre de la musique ou quelque chose autour. C'est vrai que ça peut être un poil long, mais normalement c'est ce qui me permet de boire et de reposer. Bon, ça a l'air un peu. Là vous allez vous endormir. On va se mettre là. Voilà, donc là on va commencer à remonter un petit peu plus vite dans le temps. Donc aujourd'hui on est plutôt à 430 ppm sur les valeurs que l'on a. Et donc on va remonter à l'ère industrielle en général. Donc on verra qu'avant l'ère industrielle, de mémoire, c'est 280 ppm dans l'atmosphère. Voilà, yes. Et donc ça, c'est ce qui s'est passé depuis le 280, c'est ce qui s'est passé depuis que on émet le fossile que la Terre a gentiment mis à nos dispositions gratuitement sous nos pieds. Et ensuite, à partir du moment où on remonte en arrière, on va bien voir les variations quelque part en concentration et donc les effets sur le climat qu'il y a pu avoir. Par contre, vous allez vite constater que, d'une, les variations n'ont jamais été aussi accélérées, quelque part, et que surtout, elles ne se sont jamais pointées au-dessus des 300 ppm. Donc il y a eu des âges glaciaires, de l'ordre de 185-200 ppm. Il y a eu des périodes chaudes, notamment à l'époque des dinosaures, de 150-280 ppm, une petite pointe à 300, mais jamais ça a dépassé les 300 ppm. Donc l'expérience qui nous attend, de ce point de vue-là, elle est totalement inédite. Plouf, plouf. Voilà, on va faire ça. Voilà, donc la traduction en température sur notre bonne vieille Terre, donc Fahrenheit à droite et Celsius à gauche, derrière. Donc ça, les anomalies de température, de toute façon, depuis la fin des années 70, il n'y a plus une année où l'anomalie est négative.
par rapport à la moyenne, la moyenne constatée. Et accessoirement, elles sont de plus en plus chaudes. Et 2018, là depuis 2008, les années les plus chaudes, on doit voir les 4 ou les 5 années les plus chaudes, et 2018 sera au moins dans le top 3 au niveau mondial. Donc un calme relatif avant de plus gros ennuis. Et là pareil, il n'y a pas besoin de mettre à jour. Donc ça sont les données du GIEC depuis 2001. Et il n'y a rien à changer, il n'y a rien à jeter dessus. Donc on sait dire, on va dire au 10e près, où on se dirige. Et donc depuis 2001, eh ben, ils ont différents scénarios en se disant, bah voilà, si on veut tenir 2 degrés, il faut que la consommation mondiale d'énergie demeure constante. Autant vous dire que depuis 2000, la consommation mondiale d'énergie, elle n'est pas constante. Et ça, c'est un débat que de temps en temps je parle avec les étudiants, parce que souvent on dit que c'est la faute à nos parents, la génération 2, etc. Et moi, il y a 2 réponses. La première, c'est que à la limite, c'est pas la génération de nos parents, parce qu'ils ne savaient pas. Notre génération, la mienne, 40, 45, on commence à savoir. Donc à la limite, vous pouvez nous en vouloir. Sauf que vous devez déjà vous en vouloir à vous-même, parce que vous consommez beaucoup plus que nous, et encore plus que vos parents et grands-parents. De manière générale, ceux qui aujourd'hui consomment le plus d'énergie sur Terre, c'est la génération que vous représentez aujourd'hui. Que ce soit à travers la dématérialisation, smartphones et autres. Aujourd'hui, 10% de l'électricité mondiale, c'est les data centers et autres points derrière, les voyages que l'on consomme, la manière dont on se nourrit, dont on vit, dont on s'habille, etc. C'est ce qui fait qu'un jeune de 20 ans aujourd'hui, il va plutôt émettre 2 à 3 fois plus de CO2 que ses parents. Donc derrière la magnitude, elle sera liée aux émissions. Ça, c'est une réalité directe qu'il y aura. Et donc si tout le monde vise le plus 2 degrés, le plus 2, alors tout le monde aimerait le 1,5 parce que le 1,5 c'est celui auquel on s'adapterait le mieux. Plus 2, mine de rien, les 0,5, et c'est le côté positif que je vois l'étude qui a été demandée par les gouvernements de dire faites-nous un scénario à 1,5 pour vous dire que le 1,5 est mort. Par contre, ça permet de matérialiser de manière, on va dire, au moins macro, ce qu'est la différence d'un demi-degré sur ce qui peut arriver. À un demi-degré, on s'aperçoit que c'est quelque chose qui commence à faire la différence, notamment sur toutes les villes qui sont côtières. Et accessoirement, les villes côtières, ça ne vaut pas que pour les pays pauvres, ça vaut aussi pour une partie de l'Europe et surtout pour l'Amérique du Nord. Derrière, notamment Houston, qui est juste le hub pétrolier américain, c'est à un demi-degré, il passe sous l'eau. Et ça devient un petit peu problématique. Et la plupart des infrastructures des pays, il y en a beaucoup beaucoup d'infrastructures sont côtières. Il y aura toujours des inégalités. Donc ça, ce sont les hotspots qui ont été pointés sur la planète. Donc il y a des pays qui vont plus souffrir que d'autres. Nous, sur le côté européen, ce qui va vraiment souffrir, c'est le bassin méditerranéen. Donc à partir grosso modo de la Belgique, c'est plutôt positif, les rétroactions qu'il peut y avoir. Par contre, au niveau du bassin méditerranéen, et là encore pour l'Italie, c'est ce qui fait que je peux m'inquiéter, et je parle italien, c'est une culture que j'apprécie, c'est un pays que j'apprécie derrière. C'est quelque chose qui inquiète parce qu'ils ont un problème d'énergie, ils ont un problème de modèle économique et ils vont avoir un problème climatique. Et aujourd'hui, de ce point de vue-là, l'Europe est largement coupable. Ils sont les premiers à avoir un problème migratoire parce qu'on les a tous bloqués en Italie derrière. Ils s'en sont pris 700 000 et on n'a pas fait grand-chose pour les aider. Nous, quand il y en a 30 qui arrivent avec l'Aquarius, c'est compliqué à gérer. Eux, ils en ont pris quand même 700 000 dans les dents. Donc par rapport aux inégalités, pareil, moi j'aime bien donner les points de vue, je vous donne celui que j'avais sur Trump ou ailleurs, celui sur la Syrie et les printemps arabes en général, de manière générale. Donc la Syrie, donc ça a toujours été un pays compliqué, Bachar el-Assad, c'était pas un enfant de cœur. Accessoirement, son père était pire, c'est une dynastie, c'est Assad, père et fils, qui sont derrière. Donc c'est un pays quand même qui allait plutôt bien, avec des gens éduqués, le service de santé était efficace, les architectes, les ponts et chaussées aussi. Donc c'est un pays qui avançait plutôt bien, et puis c'est parti en sucette vers 2009-2010, avec des émeutes. Alors, dans les médias, ce qu'on a vu, c'est que le point de départ, c'est un enfant qui a été tué lors d'une manifestation par la police secrète de Assad, donc ça, je suis sûr que ça a eu lieu. Maintenant, je suis aussi sûr qu'il y en a eu plein d'autres avant lui. Et par contre, ce qui s'est passé en Syrie et qui fait qu'à un moment, on s'est retrouvé avec des millions de personnes qui prenaient les armes, parce que c'est à peu près traduit comme ça, c'est un pays donc, qui a à peu près toujours été autosuffisant alimentairement malgré une croissance démographique assez soutenue. Ils sont montés à quasi 25 millions d'habitants. Par contre, la production de céréales arrivait à suivre. Et donc, c'est un pays qui restait rural. Donc, il y avait des villes, mais qui est quand même resté essentiellement rural.
Par contre, ça a décroché vers les années 2006-2007 et ils ont commencé à devenir importateurs nets de nourriture, pas sur une année qui était compliquée, de manière structurelle, ils sont devenus importateurs nets de nourriture parce que la sécheresse faisait que ça n'arrivait plus à pousser. En 2007, vous avez eu un exode massif de plusieurs millions de ruraux qui sont allés dans les villes pour chercher du travail et surtout à manger. Dans le même temps, c'est un pays qui a connu son pic de production pétrolière et donc jusqu'en 2009, il arrivait avec ses devises à acheter des céréales à l'étranger. À partir de 2010, comme dans d'autres pays, c'est à peu près, ils sont tous tombés là, hein, l'Égypte, la Tunisie, la Libye, Syrie, bah, boum, les rentrées ont chuté. La deuxième chute est vraiment liée à la guerre civile. Par contre, la première, elle est vraiment liée à j'arrive plus à extraire tout ce que je veux, donc j'ai plus les devises, donc j'arrive plus à acheter à manger à ma population. Et généralement, et ça vaut en France, même si ça remonte un petit peu plus loin, on est capable de sortir dans la rue et de risquer sa peau pour ses enfants quand nos enfants meurent de faim. Et c'est littéralement ce qui s'est passé en Syrie. Vous prenez le cas de l'Égypte, 2010. Donc eux, il y a peu de production. Par contre, eux, ils vivaient du tourisme. Alors, pas de chance, c'était concomitant. Ils ont quelques attentats qui fait que les touristes sont plus venus. Et 2010, c'est une année qui vaut pour tous les pays, Syrie en tête. C'est l'année, si vous vous rappelez, où je suis sûr que vous ne vous rappelez pas, mais une sécheresse énorme en Russie. Et donc, la production de céréales russes chute de 40%. La nourriture, de manière générale, à part les produits élaborés, voyage mal les céréales, généralement, les pays sont autosuffisants. Le premier exportateur mondial, c'est quand même la Russie. Le premier importateur mondial, c'est l'Égypte. Derrière, les céréales, en 48 heures, elles ont fait plus 40% et elles ont doublé en un an. Le pouvoir d'achat d'un Égyptien, c'est $1 par jour. La moitié de ce dollar, c'est pour se nourrir. Donc, si vous l'expliquez que du jour au lendemain, son dollar, il faut qu'il le consacre intégralement à acheter de la nourriture pour nourrir les enfants, ça devient vraiment compliqué pour eux. Ce n'est pas notre problème à nous, où le prix de l'essence a pris 10 centimes, ou la baguette est plus chère en euros qu'en francs. Là, ça les touche directement. La Tunisie, pareil, une problématique plus touristique. Il y a deux pays qui n'ont pas subi les printemps arabes. On va voir si vous avez suivi la géographie et les cours. Ouais. Et l'Algérie. Et donc, pourquoi? Le Maroc est autosuffisant alimentairement, et le reste, c'est un des rares qui a un climat qui est assez favorable et il reste autosuffisant. Et l'Algérie, elle a encore des réserves significatives de gaz et de pétrole. Et donc, elle est capable d'acheter sur les marchés la nourriture, même si elle double pour sa population. Par contre, tous les autres, ils ont eu de trois petits problèmes. Et donc, quelque part, changement climatique et problématique énergétique, c'est pas pour 2050 ou 2080, parce que souvent, quand on dit c'est 5 degrés, c'est à la fin du siècle. Non, c'est maintenant. C'est pour tout de suite. Et les problèmes, généralement, vont plutôt aller en grandissant qu'en s'amenuisant. Pour nous, ça se traduit financièrement. Donc là, vous avez un organisme tous les ans, c'est Swiss Re, c'est le premier assureur mondial. Il faudrait que je fasse l'effort d'aller chercher celui de 2017. Mais il n'a pas baissé, je ne suis pas inquiet, vu les différentes catastrophes qui se sont passées. Donc vous avez le coût des biens assurés liés aux dommages climatiques. Et le travail intéressant, c'est que vous avez les biens assurés et les non assurés. On aurait pu se dire, on s'assure plus aujourd'hui qu'il y a 30 ans, donc c'est normal que les assurances payent plus, etc. Donc là, ça vaut pour les deux, et on voit bien que c'est plutôt en croissance, et 2018 ne devrait pas échapper à la règle. Donc ça se traduit aussi un peu concrètement pour nous dans les primes d'assurance. Et quand vous prenez le gouvernement, je ne sais plus quelle île, là, qui a beaucoup souffert, Saint-Martin, la nôtre dans les Antilles, là, derrière, quand ils se posent la question, mais qu'est-ce qu'on doit reconstruire et comment on doit reconstruire, c'est juste que derrière, les assureurs ont dit, nous, on n'est pas trop chaud pour aller réassurer tout ça. Donc prenez vos responsabilités au niveau du gouvernement. Et donc les gens sur place se plaignent, parce que ça ne se reconstruit pas, mais c'est juste qu'il y a beaucoup d'hésitation. Donc pour terminer, maîtriser le destin. Alors celle-là, la photo, c'est pour me rappeler que, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup de la conquête spatiale, aller habiter dans l'espace, machin, les autres planètes, etc. Donc ça va très bien. Aujourd'hui, il y a un vaisseau spatial qui fonctionne, c'est la Terre. Et lui, il fonctionne plutôt bien, il a son petit écosystème. Et généralement, quand je fais le parallèle, c'est qu'on serait dans un vrai vaisseau spatial, aussi énorme soit-il, comme Wall-E ou ailleurs, on y ferait soin, enfin on en prendrait soin. On y ferait attention, on l'entretiendrait, on le réparait, etc. Parce qu'on se dit que il y a juste la coque ou le hublot qui nous sépare du vide. Là, quelque part, peut-être que l'effet d'échelle joue, mais notre vaisseau spatial à nous, là,
qui nous fait vivre, on ne peut pas dire qu'on l'entretienne de manière, on va dire, très attentionnée, de manière générale. Donc une petite équation pour terminer, puis après 2-3 plans sur les pistes qu'on peut avoir. Donc ça, c'est l'équation de Kaya. Donc vous pouvez la garder, elle est vraiment pas compliquée à saisir. C'est que les émissions de CO2, anthropiques en tout cas de CO2, elles sont liées à la taille de la population, elles sont liées au PIB qu'on a par habitant, au contenu d'énergie qu'on a par PIB et au contenu de CO2 qu'il y a dans l'énergie qui alimente le PIB. Et donc vous prenez n'importe quel facteur et donc vous êtes capable de voir le résultat de l'équation. Et donc la problématique, c'est que tous les intrants aujourd'hui, ils sont plutôt en croissance, y inclus, alors qu'on nous parle beaucoup d'énergie renouvelable depuis 10 ans, le contenu de CO2 par point d'énergie. Donc la trajectoire à 1,5 degré, elle est très, très sérieusement compromise. La répartition des émissions, parce qu'à un moment, si on veut s'y attaquer, il faut savoir d'où ça vient. Donc quand en Europe, on dit on veut fermer les centrales à charbon, quand on dit que Trump est un méchant, que les Chinois sont des méchants parce qu'ils ouvrent des centrales à charbon, on a raison. Parce que rien que pour l'Europe, c'est le cas, mais au niveau mondial, donc presque le quart sont des centrales à charbon. Donc fermer les centrales à charbon devrait être un acte que l'humanité devrait décider maintenant, au lieu de continuer à en ouvrir. La COP, je ne sais même plus laquelle maintenant, parce que tous les ans il y en a, donc ça va être la 24, je crois que c'est la 24 qui a lieu en Pologne à la fin de l'année. La Pologne est quand même le dernier pays européen qui a décidé cette année d'ouvrir une nouvelle centrale à charbon. Donc ensuite, les centrales électriques qui fonctionnent au gaz, les cimenteries, l'industrie, les transports, la nourriture, dont on parlera un peu. Donc quand on parle de végétarien ou de vegan, c'est pas forcément idiot du point de vue climatique. Je ne suis pas à titre personnel. Par contre, on a baissé drastiquement la consommation de viande. Je réexpliquerai pourquoi après. Et donc le défi de l'humanité, et donc là c'est un pétrolier qui l'a sorti, donc c'est BP, encore. Donc c'est le FT, c'est le Even Faster Transition. Et donc se dire que si aujourd'hui on veut tenir le 2, plutôt 2,5 degrés, c'est simplement se dire que c'est le scénario dans lequel on a fait baisser, on va peut-être se faire baiser, mais en tout cas on aura fait baisser depuis 2016 toutes les consommations d'énergie. Donc le pétrole en tête. Et donc aujourd'hui, passer à la voiture électrique, je ne dis pas que c'est la solution miracle, mais en tout cas pour se passer de pétrole, c'est une solution qui est accessible. Mais on aura baissé le gaz, on aura fait chuter drastiquement le charbon. Le nucléaire n'a pas baissé. Alors, à titre personnel, j'ai du mal à être anti-nucléaire. Je ne suis pas pour l'ouverture de centrales par rapport à tout ce que ça représente en termes de risques, etc. Même s'il y a beaucoup moins de morts chaque année à cause du nucléaire qu'à cause du charbon. Sans compter les maladies respiratoires, il y a 10 000 morts par année dans les mines de charbon. Je ne crois pas que les 3 derniers accidents aient en effet autant de centrales nucléaires. Donc voilà, donc derrière, je ne dis pas que c'est la panacée, par contre c'est quelque chose qui est en tout cas pas forcément inutile et c'est opportun de préserver ce qu'on a au moins aujourd'hui. L'hydro et puis donc l'essor des renouvelables. Néanmoins, quand on est dans ce scénario-là en 2040, on n'est pas dans un monde de bisounours où toute l'énergie provient des renouvelables parce que déjà cet effort-là, il va être difficile à atteindre. Il va vraiment falloir se retrousser les manches pour y arriver. Le défi des nations, si on raisonne autrement, et ça c'est un problème pour les charbonniers, les pétroliers et les gaziers, c'est de se dire si on veut tenir les engagements de la COP 21 à Paris, les 2 degrés, ça revient à dire que tout ce qu'on a trouvé, charbon, gaz, pétrole, on en laisse 80% sous terre. Donc accessoirement, on peut se poser la question de continuer à aller en chercher. On voit la question comme ça, mais donc ça reviendrait à se dire, messieurs les industriels et accessoirement messieurs les citoyens derrière, qui le consommer, et ben va falloir laisser tout ça sous nos pieds. Pour le français, nous, vous, moi, enfin voilà, nous tous ici, qu'est-ce que ça veut dire? Si on veut faire les 2 degrés, c'est 2 tonnes de CO2 par personne. C'est mathématique, on prend les émissions, et donc vous êtes à 2 tonnes de CO2 par personne. Un Français aujourd'hui, c'est 10. Il va falloir diviser par 5. Et quand on veut le diviser par 5, matérialiser ici, vous avez ce que représente le chauffage. Donc l'intérêt de faire une maison passive bioclimatique. Après, faut-il en avoir un petit peu les moyens. J'ai la chance de faire plutôt partie des catégories professionnelles un peu aisées. Donc pareil, je ne vais surtout pas cracher sur le voisin qui a du mal à faire la même chose que moi.
Donc voilà ce que représente le chauffage. Donc, en gros, le logement et le chauffage du logement à l'année, vous faites vos 2 tonnes. Donc, du coup, c'est compliqué pour voyager, se nourrir, s'éduquer et ailleurs. La nourriture, 2 tonnes 5, avec une part quand même sensible dédiée à la viande. Je parlais des produits électroniques de notre génération Y, donc c'est quand même un point non négligeable des 2 tonnes 4 que l'on est capable d'avoir. Les transports, et ensuite les services publics et les services privés. Donc services publics, hôpitaux, écoles, etc. derrière. Donc ça veut dire que quand on veut diviser ça par 5, il va falloir attaquer tout partout. Donc ça veut dire quelques changements radicaux. Donc je parlais d'abnégation pour devenir pratiquant sur le sujet. C'est vraiment de l'abnégation parce que ça induit de renoncer à pas mal de choses et pas mal de confort. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tout le monde va parler de changement climatique et de ce qu'il faudrait faire. Mais par contre, se l'appliquer à soi-même, c'est vraiment quelque chose qui demande un effort qui est très 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 important. Donc on va venir sur les efforts qu'on peut faire. La première, et c'est aussi pour ça que dans mes différentes mobilités, une fois que je suis devenu, on va dire, un peu croyant sur le sujet 2007, dans le groupe Safran, qui est un groupe que j'estime énormément, voilà, la richesse intellectuelle qui est à l'intérieur, l'intérêt des produits, je veux dire, les relations qu'on a avec nos clients, elles sont tout bonnement exceptionnelles. La technologie qu'on embarque, elle est juste exceptionnelle. Donc c'est difficile de se dire, je quitte un groupe comme Safran parce qu'il fait des moteurs d'avion. Mais du coup, j'ai choisi les moteurs d'hélicoptère. Ça pollue tout autant, voire plus qu'un moteur d'avion. Par contre, l'hélicoptère, ça sert une cause. Alors, on peut dire que c'est le militaire, parce que c'est la moitié des hélicos. Maintenant, je considère que c'est utile, le militaire, c'est une conviction personnelle. Et le reste, c'est soit du secours, de manière générale, c'est surtout du parapublic et du secours médical. Et donc, il y a une vraie utilité. Quand on prend un hélicoptère, du coup, que ça induit, on le fait parce qu'on a un vrai besoin derrière. De temps en temps, c'est dévoyé, on le fait pour transporter de la neige, mais ça reste vraiment anecdotique. Et j'ai pas de problème à imaginer qu'on interdise une telle utilisation. Du coup, pour les transports, vous avez ce que représente en CO2 un Paris-Marseille, donc ça avec l'avion. Et donc si à un moment vous voulez diviser par 4 la consommation, vous savez que vous allez plutôt faire du covoiturage, vous savez que vous allez plutôt prendre le bateau ou le train, et vous savez que si vous voulez garder votre voiture, vous allez faire en sorte qu'elle soit plus légère et qu'elle consomme moins. Sauf qu'aujourd'hui, ce qu'on nous vend, dans les publicités ou ailleurs, sont plutôt des voitures qui consomment plus. Et tous les progrès technologiques qu'on a été capable de mettre dans les moteurs, ils ont été totalement annihilés par le poids et le CX des véhicules qu'on nous propose aujourd'hui. Donc là-dessus, vous savez quelque part où on peut agir. L'avion, c'est un problème pas en soi. La technologie fait qu'aujourd'hui, un avion, quand on le remplit bien, on est capable de l'amener à du 5 litres au 100 par passager. Donc on est aussi efficace quelque part qu'une voiture. Après, si on se met à 4 dans la voiture, là, le ratio est plutôt en faveur de la voiture. La première problématique de l'avion, et c'est la problématique du tourisme en général, elle est quand on prend l'avion, c'est pour aller loin. Et donc, je ne l'ai pas mis sur le graphe tout à l'heure, mais vous faites vos 2 tonnes de CO2, c'est un Paris-New York aller-retour. C'est une destination à la mode en ce moment, New York, les collègues qui sont partis là pour les vacances. On y va 4 jours, UPI, c'est pas cher, les billets d'avion sont pas chers. Vous faites Paris-New York, c'est vos 2 tonnes annuelles de quota. Le cas de l'alimentation, donc de manière générale, pourquoi baisser la viande, surtout la viande rouge? Donc là, c'est vrai que quand je vois les publicités, bravo le veau ou machin, c'est vrai qu'on peut se poser 2-3 questions. Donc c'est vrai qu'après, dans les gestes, et je reviens, je ne suis pas le plus vertueux de la Terre, mais c'est comment on n'a plus de veau à la maison et comment la viande rouge. Je mangeais du steak midi et soir, il y a une vingtaine d'années, ce qui accessoirement n'est pas très bon pour la santé. Mais derrière, aujourd'hui, c'est une viande de bonne qualité par semaine. Et on prend du plaisir à la manger en famille, mais voilà, donc c'est plutôt une viande par semaine. Donc bio, local et moins carné. Et donc, 2 petites planches pour finir. Donc, je mettrai dans les annexes, et donc vous aurez à disposition le détail des 9 propositions, parce qu'elles ont été chiffrées en termes de coûts pour le budget de l'Europe, en termes d'impact sur les emplois. Mais vous avez des propositions qui permettraient, grosso modo, de respecter 80%, on ne la dépasse pas, si on fait tout ça, c'est 80% de la COP 21, donc des degrés. Donc, quelque part, l'idée, c'est de se dire que je mets quand même plein la musette, que ce soit à travers les graphiques ou les messages qui ne sont pas toujours encourageants. Aujourd'hui, le travail du Shift, ça a été d'amener des propositions qui faisaient qu'on faisait 80% de la route pour arriver à la trajectoire des 2 degrés. La première, elle est évidente, c'est fermer les centrales, et avec ça, on fait un quart du chemin.
Ensuite, et ça tous les politiques aiment, même si c'est une problématique pour le budget de l'État, c'est rénover les logements. On aime bien parce que ça fait baisser la facture du citoyen et ça crée des emplois locaux. Donc ça, généralement, on essaye plutôt de le mettre en avant. Par contre, généraliser la voiture qui consomme peu, ça marche moins bien parce qu'expliquer aux gens qu'on va leur redonner une 2 chevaux plutôt qu'un SUV, ça c'est déjà moins populaire. Et c'est pas la faute du politique, hein, c'est la faute du citoyen. Investir plutôt dans le train plutôt que l'avion. Le transport en ville, donc quand vous additionnez voitures qui consomment peu, passer par le train et être plutôt en trottinette ou en vélo dans les villes, mais de rien, vous avez fait un quart aussi. Hein. Donc vous êtes même un peu au-dessus des centrales à charbon. Et ensuite, voilà, développer les forêts et tout ce qu'il y a derrière. Donc pour terminer sur un message qui se veut pas toujours super encourageant, simplement être conscient qu'on vit une transformation, qu'elle soit liée à la contrainte énergétique ou aux matières premières, ou qu'elle soit liée à la contrainte climat, ça va nous quelque part, ça nous entraîne vers ce qu'on appelle la fin de la croissance, telle qu'on l'a connue en tout cas, et donc elle sera soit, on va dire, maîtrisée, avec un paquet d'efforts à faire, soit elle sera subie. Et le pire des scénarios serait qu'elle soit subie à la fois sur le climat et sur l'accès aux ressources. Et il y a de bonnes chances que les deux soient mêlés à un moment. Les classes populaires, elles ont déjà vu leur pouvoir d'achat se contracter. Enfin, quand les problématiques des ouvriers ou des caissières de supermarchés, eux, ils souffrent réellement. Les classes moyennes commencent à le voir. Et aujourd'hui, ce que tout Français est capable de vivre, c'est que le pouvoir d'achat, il a beaucoup moins progressé ces 30 dernières années que des années 50 et 1980. Et ils ont raison, puisqu'en l'occurrence, ça a fait x10 de 51 à 77, alors qu'on a fait plus 30%, x 1,3 depuis jusqu'à aujourd'hui. Préserver le modèle social et l'unité d'une nation, c'est imaginer donc un modèle, moi j'aime bien ces mots-là, sociétal, plus sobre, plus efficace, plus vertueux. Et mine de rien, la technologie peut aider, que ce soit le bon coin, Blablacar, Back Market, la manière dont on est capable de mettre en place cette économie circulaire. Donc c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Blablacar, j'ai pratiqué, même à mon âge, c'est rigolo, je ne prends sûrement pas assez, mais je le fais 2-3 fois par an. Je l'ai fait aussi sur Wicar pour avoir une voiture. Donc à un moment, plutôt que d'avoir une deuxième voiture derrière, on peut trouver ce phénomène-là avec un vélo ou autre chose. Donc voilà, donc il y a tous ces enjeux-là à voir. Ça vaut à l'échelle des États, à l'échelle des entreprises, à l'échelle du citoyen. Et donc mine de rien, chacun a sa part, comme le petit colibri qui transporte sa petite goutte d'eau pour aller éteindre le feu. Donc derrière. Voilà. J'ai presque respecté l'horaire. Mais rien. Voilà. Alors après c'est exposé, mais d'ailleurs on économise un peu de carbone puisqu'on est suivi en ce moment sur Facebook, sur la chaîne, donc il y a une vingtaine de personnes qui nous suivent depuis le début. Alors gageons qu'on aura gagné peut-être un peu de CO2 là-dessus, puisqu'ils sont quelque part en France. Alors j'ai un micro ici, il y en a un deuxième ici. Si Octavien veut m'aider aussi en le faisant passer, on peut aussi faire l'interaction pour les questions. S'il y en a. Bonjour, merci pour votre exposé. Je vais rentrer un peu dans le dur direct, je connais déjà un peu Jean Covessi. Du coup, vous ne parlez pas trop du rapport Meadow, donc les limites à la croissance, où du coup c'est vrai que dans votre schéma, on arrive du coup à la fin de la croissance, mais pas à ce qu'il y a après. Et le corollaire de la question, c'est les problématiques d'effondrement, tel Papo Servigne et ce genre de choses. Et voir un petit peu qu'est-ce que vous en pensiez, tout ça. Enfin, moi j'ai déjà un peu mon avis, mais voir un peu votre avis, quoi. Là, je vais vous en redonner. Donc ce que j'en pense, c'est quelque part à la base des travaux. Hein. Donc tout ce qui a été écrit ici, que ce soit par Jean Covici, par le Shift, moi dans certains cas, ou d'autres bénévoles, donc c'est une base de travail. Après, ce que j'en pense aujourd'hui, c'est que plus les années passent, malheureusement, plus je m'inquiète de la théorie de l'effondrement. Par contre, en tant que père, et c'est un cours donc, que je donne au terminal, donc en tant qu'enseignant à mes heures perdues, quand mon entreprise me l'autorise, ce qui est déjà très bien. Derrière, c'est quelque chose auquel je me refuse de rentrer, parce que déjà les conclusions, elles ne sont pas forcément super joyeuses. Et se retrousser les manches, je pense qu'on a du mal à mesurer l'ampleur du retroussage de manches que ça induit. Et donc aller au-delà, c'est une étape intellectuellement, j'ai encore du mal
j'ai encore du mal à rentrer dedans, parce que si à un moment on veut mobiliser, derrière, je pense qu'il faut mobiliser sur la base des connaissances que l'on a et sur un minimum on va dire, de messages porteurs pour arriver à quelque chose. Voilà, c'est un choix, c'est un choix un peu personnel. Là, d'autres? Voilà, là-bas. Merci. Vous n'avez pas du tout parlé de ITER et des solutions miraculeuses. Parce qu'aujourd'hui, elles apparaissent encore comme miraculeuses. Donc le jour où on sera capable de maîtriser totalement ITER, ça sera assez exceptionnel. Après, les solutions miraculeuses, il y en a toujours plein. On dit toujours que la Terre reçoit en 1 heure l'énergie solaire qui suffit à nourrir l'humanité sur 1 année. Donc il y a plein de solutions. La question, c'est quelle est la maîtrise technologique avec laquelle on est capable de l'entourer. Et aujourd'hui, ITER a encore beaucoup de choses à démontrer. Et puis avant ça, il y a tous ceux qui vont nous dire que les centrales de demain doivent être au thorium ou autre chose derrière. Donc il y a tout plein de solutions miraculeuses. Quand on voit rien que les énergies renouvelables qui ont un petit côté vertueux, parce qu'une fois qu'on les a mis en œuvre, et pour les mettre en œuvre, ça a créé de la pollution. Enfin, le néodym, des éoliennes ou des autres terres rares que l'on met à bord, ça génère quand même d'autres petits problèmes de pollution. À partir du moment où on met en place une source d'énergie, il y a forcément des dommages collatéraux. Un barrage hydroélectrique, prenez en France, grand bien face pour la France, elle est totalement équipée en barrage hydro. Aujourd'hui, on ne serait plus capable d'en mettre en œuvre. Et donc, on a à peu près 15% de notre électricité qui vient de l'hydro. Aujourd'hui, on voudrait refaire des barrages. Vous prenez la retenue d'eau de Sivins, parce que ça a généré une petite retenue d'eau collinaire. Donc, mettre en place un barrage avec les déplacements de population et ce qu'il y a derrière, c'est pas possible. Donc, c'est pour ça que, globalement, le message que je passe, il est plus sur la sobriété. Parce que la meilleure énergie, c'est celle dont on n'a pas besoin et celle dont on est capable de se passer. À partir du moment où on est capable de faire ça, je le prends dans ma maison, parce que tout salarié de Safran correctement rémunéré qui est avec un pouvoir d'achat, il est quand même limité. Le choix que j'ai fait, c'était de faire une maison qui ne consomme pas. J'y ai pas mis les panneaux solaires, j'ai l'ambition d'en mettre. J'ai l'ambition de mettre aussi un stockage, à un moment, qui génère d'autres problèmes de pollution, des batteries. Mais bon, voilà, c'est une philosophie. Mais voilà, ma philosophie de départ, c'est la meilleure énergie, c'est celle dont on n'a pas besoin. Après, on verra les solutions miraculeuses. D'autres questions? Alors, moi, j'avais une question. On commence à en entendre un petit peu parler, mais donc, est-ce qu'on parlait de philosophie, on parle de l'écologie pour protéger la planète, est-ce qu'il ne faudrait pas parler plutôt de protéger l'espèce humaine? Puisqu'en fait, c'est un petit peu ça que la conséquence. La Terre a toujours existé, nous on arrive après. Imaginons le niveau de CO2 dont on parle, le fait qu'il y ait moins d'endroits sur la planète sur lesquels on puisse vivre. L'espèce humaine, on voit les grands mammifères disparaître petit à petit. Si l'espèce humaine n'est plus là, dans quelques millions d'années, peut-être qu'il y aurait une autre espèce de vie, mais c'est surtout, on parle de l'espèce humaine. Est-ce que si on n'inversait pas le débat, est-ce qu'on n'irait pas un peu plus vite vers l'essentiel? Alors je sais pas, je ne vais pas répondre à tout. La manière dont je pourrais répondre, c'est est-ce que l'espèce humaine disparaîtrait quand bien même on mettrait tous en dessous? Je pense pas. Parce que l'homme a une capacité de résilience et d'adaptation qui est assez exceptionnelle. Par contre, est-ce qu'on est capable de faire vivre 7 milliards d'individus et qui plus est avec le standard de vie tel qu'on le connaît en Occident? Là, la réponse, je te rejoins entièrement, elle est négative, on n'y arrivera pas. Après, est-ce que pour mobiliser les ressources, de dire qu'on peut aller vers l'extinction, ou en tout cas la fin d'une civilisation, on aura peut-être bientôt la réponse, parce que celui qui s'y essaye en ce moment, c'est le dernier rapport de la NASA, donc qui précise qu'aujourd'hui, et ça arrive assez vite, donc il est sorti la semaine dernière, donc j'ai pas eu le temps de le lire intégralement, mais donc il indique qu'à l'échelle où on brûle les ressources et où on émet le CO2, la fin de la civilisation telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle est grosso modo 70-100 ans devant nous. Donc c'est quand même l'échelle de temps d'une génération, on va dire derrière, donc ça varie assez. Donc on va voir si c'est un effet d'alerte qui est plus important que celui de protéger la diversité ou de protéger la planète. Ouais, je l'espère, à un moment je me dis que tous les messages sont bons. Après ça rejoint un peu la question de tout à l'heure, qui est de se dire, pour mobiliser et quelque part conduire le changement, quel est le niveau soit de contrainte, soit de peur que je dois amener à une population.
À l'instant T, moi je suis encore dans comment on est capable de la convaincre, parce que je considère que c'est plus efficace pour amener les gens à bouger. Après, je fais 3 conférences par an, il y a entre 20 et 80 personnes, voilà. Mais bon, de se dire que si chacun fait sa part, on peut arriver à quelque chose. Donc voilà, donc je pense que j'ai pas la réponse, par contre on l'aura peut-être bientôt grâce à ce rapport de la NASA. Oui, j'avais une question également. Sur la planche précédente, sur les pistes que vous préconisez, on voit qu'il y a la fermeture des centrales à charbon, qui est là pour 24%, si je me souviens bien. Tout à fait. Ces fermetures de centrales à charbon, c'est le résultat des autres moyens mis en œuvre, ou est-ce remplacé par d'autres moyens de production d'énergie? Alors aujourd'hui, c'est remplacé par d'autres moyens de production d'énergie. On n'est pas sur la sobriété et on a effacé 24% de la consommation. Et c'est lesquels? Alors, il y a... C'est des moyens non producteurs de CO2. Ce sont des moyens non producteurs de CO2. Donc je peux aller sur la petite fiche, que vous aurez, à un moment derrière. Et donc, le combien ça coûte, ça dépend des moyens que l'on met en œuvre. Donc, si on décide de remplacer tout par du nucléaire, c'est 400 milliards à l'échelle de l'Europe. Si on fait tout par des ENR, c'est 1300 milliards à l'échelle de l'Europe. Et si on fait un mix, l'argent est entre les deux. Après, est-ce qu'il est opportun de dépenser 800, 1300 ou 400 milliards? En l'occurrence, c'est pas à moi de le décider. Intuitivement, je préférais les ENR. Ensuite, pour être chef de programme et vivre sous contrainte budgétaire, on verra les choix qui sont faits par nos gouvernants. Pour reprendre le propos que vous avez eu ensemble, un peu philosophique, je me posais un petit peu la question, je ne vois pas parler dans les moyens mis en œuvre de la robustesse justement de cette civilisation aux aléas climatiques. Alors aujourd'hui, quand il y a quelques dizaines de centimètres de plus d'eau, il y a des populations qui sont touchées, il y a des exodes, des exilés climatiques. Lorsqu'il y aura 1 mètre ou 2 mètres, il y en aura beaucoup plus. On sent bien qu'il y a des adaptations, comme quand il y a des tremblements de terre, il y a des constructions faites pour ça. Là, je ne vois pas trop dans les publications l'adaptation de la robustesse de notre civilisation à un aléa climatique qui va peut-être arriver. C'est-à-dire faire tout pour combattre pour, mais se dire si ça arrive, qu'est-ce que je peux faire pour que ce soit supportable? Dans vos réflexions du groupe, il y a quelque chose sur les moyens à mettre en œuvre pour être plus robuste? Alors, pas vraiment, pour être clair. Alors, il y a peut-être d'autres entités, d'autres bénévoles qui le travaillent, mais je suis pas au fait de cela. Après, ça amène en fait une problématique majeure, parce que pour alerter, c'est plus facile. On est capable de montrer, de se dire typiquement, on prend les traits de ligne de côte, et on est capable de dire que voilà, telle infrastructure va souffrir, peut souffrir, etc. La difficulté, et ça vaut pour le climat et quelque part les messages d'alerte qui peuvent être tournés derrière, c'est juste que l'échelle de temps, même si maintenant on parle en dizaines d'années, c'est tellement lointain, on a d'autres problèmes à régler pour demain ou pour la semaine prochaine qu'on a du mal à les visualiser. La problématique de déplacement des infrastructures, parce que ça revient à ça quelque part, hein, le message que vous donnez, il est qu'il est tellement massif quelque part que je pense qu'il dépasse la conception que peuvent avoir les politiques ou même les économistes qui devraient mettre ça en jeu. Ensuite, d'un point de vue plus philosophique, si je le prends à l'échelle de l'humanité, à l'échelle de la planète, ça reviendra à dire qu'il faut identifier, j'avais montré les hotspots à un moment, les endroits qui vont plutôt bénéficier du changement climatique, ou en tout cas qui vont moins souffrir du changement climatique, et qu'on va y retrouver les 7 milliards d'individus qui se retrouvent concentrés avec les moyens de production qui vont avec. Et c'est matériellement impossible. Donc, pour ces deux raisons, je pense qu'on n'a pas grand monde aujourd'hui qui s'y attelle. Après, à titre individuel, je me suis posé la question là parce que du coup, on fait toutes nos vacances dans le sud-ouest, de manière générale, et donc de se dire, plutôt que de louer de machin et tout, on y va en voiture électrique. Après, l'électricité, elle est nucléaire aujourd'hui. Et donc, ça a été de se dire, si on prend quelque chose, est-ce que ça va être soumis à des aléas? Est-ce qu'on est en zone inondable? Est-ce qu'on est, il se passe quoi avec 50 cm ou 1 mètre de plus sur le trait de côte derrière? Et donc, on a fait des choix en fonction de ces données-là. Maintenant, je pense que je fais partie des très rares à réfléchir comme ça, et le meilleur exemple, c'est ceux de Fautes-sur-Mer. Quand même, il y a Xynthia, je crois, 2010, il y avait eu une quinzaine de morts dans tout ce lotissement qui était en zone inondable. Il n'empêche qu'en 2015, il y a eu le collectif de Fautes-sur-Mer pour dire on veut se réinstaller à cet endroit-là.
Donc, voilà, je pense qu'intellectuellement, on n'est pas encore mûr là-dessus. Autre question? Juste une petite question. Est-ce que les 1300 milliards prend en compte le stockage nécessaire ou pas? Oui, dans le calcul qui a été fait, oui. Alors après, le stockage tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc qui n'est pas non plus, j'allais dire, bulletproof sur des dizaines de milliers d'années, mais il prend le coût du retraitement et du stockage tel qu'on le connaît aujourd'hui. En fait, je parle Ça, c'est le scénario 400 milliards en ENR. Hein. Non. C'est le premier scénario. Énergie renouvelable, 1300 Ah milliards. oui, par rapport aux ENR, est-ce qu'on a le stockage hydrogène ou batterie qui va avec pour gérer les intermittences? La réponse est oui aussi. De toute façon, je pense que cette histoire de coût, elle se passe pas entre je dépense 1300 milliards ou rien. C'est je dépense 1300 milliards ou de toute façon je dépense quand même pour acheter du pétrole de plus en plus cher et me taper un réchauffement climatique sur le coin du museau. Oui. Donc c'est pas l'un et ou zéro, c'est l'un ou l'autre et je suis pas sûr que ça soit si cher que ça au final. Mais je suis pas politique, c'est pas moi qui ai le budget aux commandes. Non, alors c'est des planches que j'ai pas mis ce soir parce que je les maîtrise pas très bien. Mais c'est des planches, donc si vous connaissez Jean Covici, que lui maîtrise bien et donc qu'il a amené à présenter de temps en temps, mais qui montre bien le déficit de la balance commerciale à l'échelle de l'Europe et de la France, et qui montre bien que notre premier déficit il est lié à l'achat des énergies fossiles. Donc à un moment, je suis d'accord avec vous. Est-ce qu'il est plus opportun d'investir dans une infrastructure, donc dans notre patrimoine qui est pérenne, avec une somme combien même elle coûte plus cher aujourd'hui que les flux annuels de pétrole et de gaz qu'on est obligé d'acheter à l'étranger année après année? Je vous rejoins entièrement là-dessus, il n'y a pas photo. Et le rapport Stern qui avait été sorti, maintenant il n'a quand même pas loin de 10 ans, hein, et on ne peut pas dire qu'il ait été suivi des faits. Derrière, il était bien là pour montrer que le coût de l'inaction sur le changement climatique, oui, ça coûtait beaucoup aujourd'hui de s'adapter, mais le coût de l'inaction allait être beaucoup plus élevé si on ne faisait rien d'ici 30 à 50 ans. Et comme c'était il y a 10 ans, en toute logique, c'est d'ici 40. Autre question? Peut-être j'ai une question très d'ingénieur classique. Ce CO2, finalement, on ne parle que de l'aspect climatique, il a été émis. Est-ce qu'il y a un petit espoir, quelque part, de le recapter ou au bout d'un certain temps, a-t-il une chance de redécroître? Évidemment, si on n'en émet pas encore plus. Alors, il va redécroître puisque la durée de vie du CO2 dans l'atmosphère, c'est à peu près une centaine d'années. Donc il a vocation à décroître. Et pour répondre à la première partie de la question, on est sur les techniques de géo-ingénierie qu'on peut avoir. Donc il y a la séquestration du CO2, donc qui vaut surtout pour les centrales parce qu'il faut être capable de le séquestrer au moment de son émission. Donc c'est plus efficace quand on le fait au niveau des centrales. Donc si aujourd'hui on était capable de le faire, on le ferait, ça a un coût et aujourd'hui c'est encore une limite de stockage. On parle souvent du stockage, soit du stockage des énergies renouvelables, soit du stockage des déchets nucléaires, et là soit du stockage du CO2 avec les enjeux d'arriver à le stocker, de faire en sorte qu'il ne reflue pas derrière. Donc il y a différentes techniques de géo-ingénierie qui sont étudiées. Je ne suis pas certain, à partir du moment où on essaye de rentrer dans la recette de cuisine de ce qu'une planète a mis des millions d'années à créer, que ce soit super opportun, malheureusement je pense que c'est une des pistes qui va être le plus sérieusement explorée dans les années à venir, parce que c'est celle qui va continuer de nous permettre à nous dire qu'on peut continuer à faire comme on fait aujourd'hui et que ça nous va bien. Donc on va en voir certaines, que ce soit du phosphate de fer dans les océans, que ce soit de la séquestration, que ce soit d'autres choses. Je pense qu'on va aller en tester quelques-unes. Ou peut-être des solutions biologiques, c'est-à-dire ni plus ni moins qu'en utilisant des plantations, des plantes qui vont recapter ce CO2 peut-être. Alors il faut y arriver. Alors après c'est une planche que j'ai passée très vite tout à l'heure, qui était sur les coups, mais si je reviens rapidement en arrière, elle doit être quelque part par là. C'est juste qu'aujourd'hui, le rendement des agrocarburants, qu'ils soient de première, deuxième ou troisième génération, il n'est vraiment pas exceptionnel. Alors ça a un petit peu progressé, mais juste un petit peu. Cette petite planche que j'ai passée vite, c'est celle-là. Quand on raisonne pétrole, je ne sais plus qui posait la question, monsieur, sur les coûts. Finalement, l'argent, c'est que de l'argent, il faut qu'on ait les moyens.
de production à un moment. C'est un peu comme ça que résonne l'énergie. À un moment, ce n'est pas le coût du baril qui est intéressant pour un producteur de pétrole, c'est combien d'énergie il doit mettre pour en récupérer combien. Donc, dans un champ pétrolier, si à un moment je dois mettre l'équivalent d'un baril de pétrole pour en sortir un, on voit bien que c'est un non-sens. Que le baril soit à 50 ou à 3 000 $, c'est un non-sens. Et donc ce qu'on voyait sur ce graphe et ce que j'ai matérialisé en dollars au-dessus, ou surtout en ROI, c'est je mets combien de barils pour en obtenir combien. Le baril au Moyen-Orient, je mets un baril, j'en récupère 30 à 100. C'est le pétrole qui est le plus facile à extraire, c'est celui de meilleure qualité, il est vraiment exceptionnel, on est très content. Plus je suis allé dans d'autres pétroles, moins j'en sors. Quand je prends les biocarburants, le rendement, il est de, grosso modo, 1,2 à 4. Donc c'est ça le rendement qu'on est capable d'avoir. Donc c'est quand même vraiment pas extraordinaire. Voilà, d'autres ou dernières questions? Oui. Mais là, on parle que du CO2, mais c'est pas le seul facteur qui intervient dans l'augmentation de la température. Vapeur d'eau, méthane. Méthane et la problématique accessoirement des deux dernières lignes, pétrole de schiste et sable bitumineux, surtout pétrole de schiste, qui sont de gros émetteurs de méthane. Le pétrole qu'on trouve aujourd'hui et que l'on exploite, il pollue et il émet beaucoup plus que le pétrole qu'on a trouvé il y a 30 ans. Et de même, l'effet de la corrélation entre variation de CO2 et augmentation de température, il y a des incertitudes là-dessus. Alors c'est ce qu'essayait de montrer le petit film, c'est simplement de montrer que les variations de température sur la planète étaient directement concomitantes à la concentration de CO2, le ppm de CO2 dans l'atmosphère. C'était également les travaux des différentes personnes que j'ai montrées, Tyndall, Fourier ou Arrhenius. Donc oui, les incertitudes... Ça va augmenter, mais il semble aussi que les programmes qui sont utilisés, on n'arrive pas à les corréler avec l'historique. Ouais, que la corrélation soit au 10e près, j'ai pas de problème à l'entendre, mais d'un point de vue, on va dire macro, la corrélation, elle est quand même assez nette, de manière générale. Juste sur le... Et je reprends ce petit film qui est absolument pas du Shift ou ailleurs, donc il a été fait par différentes universités et instituts dans le monde. Il est bien là pour montrer l'évolution du climat et des températures et la corrélation qu'on a avec la concentration de CO2 dans l'atmosphère. Et puis indépendamment du CO2 et des variations de température, avec l'utilisation des énergies fossiles, il y a d'autres problèmes énormes de pollution avec le charbon, les particules fines, et puis sans parler de la perte l'épuisement des matières premières de manière générale. Les matières utilisées dans l'énergie, pétrole, gaz, sont dans le cas général, il y a aussi tous les minerais et dans le développement, les projets de développement énergie renouvelable, c'est validé, c'est faisable avec les ressources connues en matériaux rares, terres rares, etc. Alors, en l'occurrence, non. Donc c'est une autre problématique. Alors, il y a un très bon bouquin qui est sorti cet été, qui est La guerre des métaux rares, donc qui est à prendre. Ça vaut pour l'énergie, ça vaut pour tous les produits électroniques. On a tous dans nos poches un iPhone ou équivalent, donc c'est la moitié du tableau de Mendeleïev qu'on a quand même à chaque fois avec nous. Un iPhone, c'est à peu près 10 000 tonnes de roches qui a été extraite et concassée pour arriver à fabriquer le produit derrière et l'électronique qui va avec. Si on devait les mettre dans votre jardin, ou dans notre jardin, ou dans le mien, c'est quelque chose qui nous embêterait un peu. On a un peu de mal à savoir ce qu'on en fait. Donc, c'est pour ça que j'en reviens toujours à la sobriété. Le principe de départ, dès qu'il y a l'énergie, il y a un changement. Dès qu'il y a un changement, il y a l'énergie. Donc, il y a des dommages collatéraux. Donc il n'y a rien. Même les énergies renouvelables en tant que telles ne sont pas la panacée, de manière générale. Donc, à partir du moment où on arrive à être sobre en énergie, on a fait 80% du chemin. Voilà, je vous propose de poursuivre s'il y a des questions directement avec Jean-Baptiste Jarin, que l'on remercie à nouveau pour cet exposé là sur le triptyque, le climat, économie, énergie. Merci beaucoup.